j'ai été même pas témoin, mais conscient avant aussi tout le monde de la, entre guillemets, la dangerosité de l'outil. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast Flip Mode. Donc, je suis toujours avec l'animateur vedette, le numéro 10 dans la team, l'équipe de France DI. Comment vas-tu aujourd'hui? Super, super. Là, on a un invité de choix aujourd'hui. Je te laisse le Ah, présenter. ouais, on est super content de l'avoir avec nous. C'est un privilège, d'autant plus il a pas beaucoup de temps. Donc, aujourd'hui, on est enregistré le 24 décembre. Waouh. Donc, merci de nous avoir donné de ton temps, Stéphane. Stéphane Riveau, expert en IA, mais dès que je vais te laisser un peu présenter son CV avant qu'on commence. Yes, super. Donc, Stéphane Riveau, en 2010 jusqu'en 2013, tu as fait un magistère de mathématiques à C'est Rennes. ça. En 2012-2013, une agrégation de mathématiques toujours à Rennes. 2014-2015, master à Thiam. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en deux, trois mots à quoi ça correspond? Le master Archer, eh ben écoute, en fait tout est dans le nom. C'est un master qui fait acoustique, traitement du signal et informatique appliquée à la musique. Donc Ah, c'était, d'accord. on va dire, on m'a appris toutes les notions qu'il fallait pour maîtriser le son de fond en comble avec une composante intelligente artificielle qui était un peu nouvelle à l'époque. D'accord. Mais du Ok, coup, si tu super. veux, je peux modéliser les équations physiques d'une flûte, si tu veux. Oh. Très intéressant, très intéressant. Donc ça, c'était en 2014-2015. 2016-2020, tu as fait un doctorat en informatique, C'est CIFRE. ça. Donc tu l'as fait à Reims. Et Alors, puis, c'était en fait, c'est un peu particulier parce que CIFRE, en fait, c'est juste le truc qui dit que tu fais une thèse en entreprise, en fait. Et d'accord. du coup, alors, mon université, si tu veux, la côté scientifique, c'était censé être à Reims, mais j'étais chez Sony. Donc, j'ai quand même été, si tu veux, dans un environnement un petit peu entreprise quand même, qui est un petit peu atypique pour les doctorats. En 2022-2024, donc en ce moment, tu travailles avec le docteur Édouard Oyalon, si je C'est prononce ça. bien, sur l'optimisation décentralisée asynchrone. Donc tu es en post-doctorant à l'université de Sorbonne. C'est ça. Voilà. Donc tu as fait aussi quelques conférences, tu as fait des publications sur l'intégration du savoir expert dans les modèles génératifs, application à la génération musicale. C'est Euh, ça. Tu as fait aussi des participations à des projets scientifiques financés, Ouais. dont le projet Adonis. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques explications, quelques mots sur ce projet-là? Eh ben écoute, en fait, chacun des projets auxquels j'ai participé, c'était des choses assez ambitieuses. Je vais commencer par le début, en fait. Le premier projet dans lequel je suis arrivé quand j'ai commencé mon doctorat, c'était le projet Flow Machines. Euh, Très simplement, c'était un projet qui visait à développer des outils d'intelligence artificielle pour la production musicale, des outils qui font appel à ton intuition. C'est-à-dire, tu te retrouves vraiment devant ton ordi et tu veux qu'au lieu d'avoir 36 000 boutons dont il faut connaître chacun la signification, que tu en aies un minimum et que l'interaction soit véritablement enrichie par ton intuition, en fait, que ce soit intuitif, que ce soit plutôt fait pour que des enfants de 12-14 ans trouvent ça amusant, en fait. D'accord. Histoire de démocratiser, si tu veux, la musique sans passer par un gros conservatoire. J'ai ensuite transitionné dans le projet ROMI, c'était Robotics for Microfarm. Et là, c'était un projet, on va dire, avec bon, un peu d'intelligence artificielle, mais surtout de la robotique, qui cherchait à développer des outils pour les maraîchers. En fait, la problématique du truc, c'était que toute la technologie qu'on a développée pour l'agriculture, c'est majoritairement pour des agricultures intensives. Alors, justement sans aucun jugement de valeur en fait de se dire l'agriculture intensive c'est mieux que enfin c'est moins bien que les potagers ou quoi, c'est juste qu'il se trouve qu'en fait les outils pour faire pousser des légumes, tu vois, et pour les récolter, en fait c'était beaucoup plus compliqué que de juste faire des moissonneuses batteuses pour du blé ou du maïs ou des choses comme ça. Et en fait, je suis arrivé là-dedans. Il a fallu qu'on développe un petit peu déjà des outils de robotique parce que c'est quelque chose de physique, tu vois, désherber, planter, suivre de la croissance.
et puis un peu d'intelligence artificielle pour que la reconnaissance faciale qui marche super bien maintenant, et ben que tu puisses faire de la reconnaissance de radis, de la reconnaissance de tomates, et puis de la reconnaissance aussi de maladies quand tes plantes en ont. Et donc j'ai fait ça pendant, on va dire, 6 à 8 mois. Et j'ai participé aussi, je suis retourné un peu dans la musique après, mais ça c'est un projet qui n'était pas spécialement public. Donc c'était plutôt dans les carcans de Sony. Et là maintenant, le truc dans lequel je suis, donc le truc que tu demandais sur l'optimisation décentralisée, c'est, on va dire, c'est quelque chose d'assez technique, d'assez mathématique, mais grosso modo, je peux résumer ça en disant, on aimerait que l'intelligence artificielle demande un petit peu moins de hardware spécialisé. Tu vois, tu dois savoir que ChatGPT, c'est développé par OpenAI, il y a des modèles en fait, typiquement les modèles de langage. Tu entends que Google en a un, que Facebook en a un. Là, on a Mistral AI qui est en France qui essaie d'en développer un aussi. En fait, tu remarques qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Et s'il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça, c'est parce que ça demande beaucoup de puissance de calcul et pas sur ton ordi et puis le mien. C'est sur des clusters de machines qui coûtent extrêmement cher et qui demandent même d'embaucher des gens assez spécialisés pour les maintenir en continu, tu vois. Et en fait, on essaie de faire en sorte, on se dit, mais est-ce qu'on pourrait pas juste modifier vraiment nos algorithmes à la base, tu vois, véritablement les formules qu'on utilise pour entraîner nos modèles, est-ce qu'on pourrait pas en utiliser d'autres qui fait que ce serait plus facile à implémenter sur des ordinateurs un peu plus grand public et puis que si par exemple toi, moi, et puis tous les copains, on décide de réunir nos ordis, même par Internet, est-ce que moi, je peux implémenter un programme qui fera qu'on entraîne un modèle de langage avec nos petits ordinateurs? Alors, il n'y a pas de solution pour l'instant, mais c'est justement parce que c'est une question qui est enfin, une question dont les réponses sont assez mal comprises, et on essaye d'aller un petit peu plus loin, histoire de la finalité de ce truc-là, de véritablement pouvoir donner la possibilité à des pays un peu plus en développement, qui ont moins de capacités financières et puis matérielles, de pouvoir quand même essayer de voir s'ils peuvent pas intégrer l'intelligence artificielle dans leur développement à eux, et de la façon dont ils considèrent que c'est plus valorisant pour leur économie et puis leur société, que ce soit pas spécialement des modèles qui téléchargent depuis des GAFAM ou toute autre entreprise qui aurait des moyens colossaux mais qui serait à l'étranger. Moi, j'ai une question. Je vais un peu revenir en arrière Vas-y. parce que c'était passionnant. J'ai pas voulu te couper. Mhm. Mais si je comprends bien, Stéphane, toi, tu as connu les balbutiements vraiment de l'intelligence artificielle au début des années 2010. Tu as vu un peu la migration de comment c'est arrivé. Et puis Mhm. encore, à chaque fois, dès que je comprends pas, je sais pas si c'est parce que les invités sont trop sont passionnants, donc j'ai même pas eu le temps de mettre de mettre le sommaire, mais c'est pas grave. Donc je rentre directement dans le sujet. Comment toi t'as vécu cette transition-là? C'est-à-dire parce que en vrai, euh, c'est quasiment, tu vas me corriger Stéphane, mais c'est quasiment comme si au début des années 2010, fin des années 2000, on avait un marteau et un burin, et maintenant on se retrouve en 2023 avec des serveurs qui ont des capacités de calcul et des capacités de générer des réponses qui peuvent avoir vraiment du sens. On a vu dernièrement ChatGPT qui serait capable de répondre à des examens de médecine. Donc comment toi tu l'as vécu? Cette transition-là, des années 2000, début 2010 et début des années 2020, avec l'intelligence artificielle. Eh ben écoute, c'est une très bonne question et je vais y répondre avec la plus grande sincérité du monde. J'étais pas au courant de ce changement en 2010. Et si tu demandes à des chercheurs qui étaient dans le milieu, ils te diront que les premiers balbutiements, c'était en 2006. C'est vraiment en 2006 qu'on a commencé à construire, c'est simplement une petite librairie informatique c'est le seul thème technique que je vais citer et ça va permettre aux gens de se rendre compte c'est quoi les étapes, enfin les milestones pour les chercheurs. C'était Mhm. un algorithme qui permet de calculer la dérivée d'une fonction automatiquement. C'est juste ça. Ok. Et en fait, ça a tout changé dans la façon dont on faisait de l'intelligence artificielle. En fait, en 2010, il se trouve que exactement cette année-là, j'ai un copain qui était en classe avec moi à Rennes là quand je faisais l'école normale supérieure. En fait, lui, il est parti, il voulait pas faire l'agrégation, il voulait faire de la recherche. Et c'est un truc qui m'a un petit peu intrigué parce que c'était vraiment l'un des gars les plus puissants que je connaissais. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il va là-bas? Et puis, ben, moi, je fais pas tellement d'informatique à la base, tu vois, à cette époque-là. Par Ouais, ouais. contre, le concept d'intelligence, tu vois, juste Mhm. ça, c'est un Ah truc ouais.
que depuis que je suis petit, j'ai besoin de comprendre. Mais c'est quoi ça l'intelligence? C'est C'est ça, qu'est-ce qui un fait que peu tout le monde quelqu'un, en fait. pourquoi on dit quelqu'un est intelligent, pourquoi on dit quelqu'un est Mhm. bête, pourquoi on dit qu'un truc est con? Qu'est-ce que ça veut dire en fait, tu vois? Et plutôt dans l'idée que je trouvais que, en fait, Munteka dit, tu vois, les gens disaient je suis intelligent. On dit, mais non, enfin, le nombre de bêtises que je fais dans ma vie, c'est chaud, tu vois. C'est juste, on n'est pas intelligent sur la même chose. Donc en fait, qu'est-ce qu'il y a là derrière? Et en fait, j'ai juste voulu pousser là-dedans. Et je suis arrivé exactement en 2013-2014. Donc juste après les publications en 2012, qui fait que ça a commencé véritablement à gagner une certaine popularité. Et dis-toi que ça a été un tel bouleversement que les cours que j'ai suivis à cette époque-là parlaient à peine des réseaux de neurones, qui sont ceux qui sont les modèles qu'on utilise partout. Donc, j'ai même eu le temps d'apprendre à l'école, si tu veux, toute la vague d'IA qui était là juste avant et qui était une vague d'IA qui était présente déjà dans à peu près tous les outils qu'on utilisait, mais dont on ne s'en C'était rendait pas compte. obsolète en fait. C'était même pas obsolète, non, c'était un truc que tu fais pas attention. Ton filtre à Ok. spam, comment tu crois qu'il filtre en fait? Parce que le filtre à spam, ça existe depuis bien avant les réseaux de neurones, Ouais, depuis ouais. avant tout ça. Ben, Mhm. c'était dans l'intelligence artificielle. Et quand je dis intelligence artificielle, c'était utiliser des statistiques pour améliorer les performances des programmes qui sont codés à la main par des programmeurs. C'est Ok. véritablement ça, en fait, l'intelligence artificielle. C'est intégrer des statistiques dans le développement de tes programmes. Et donc, je savais que ça existait. Je voulais savoir un petit peu ce que ça donnait parce que pour moi, c'était assez éloigné de ce que j'appelais l'intelligence. Et en fait, j'ai continué dans ça. Et il se trouve que tu sais, t'as un ego quand t'es scientifique. Je trouvais que les réseaux de neurones, ça n'avait aucun sens. Mais genre, la formulation qu'on en donnait. Et j'ai changé d'avis très exactement au milieu de ma thèse, tu vois. Mais ce moment, en fait, où justement on a vu toutes les croyances, parce que j'étais pas le seul, en fait. Tout le monde pensait comme moi. Ouais. Il y avait Ouais. en fait, je sais pas si tu as suivi, même Sam Altman, quand le Oui. PDG d'OpenAI, quand on interview, le gars disait, mais nous, quand on a dit qu'on allait développer une vraie intelligence artificielle, pas un truc qui fait que les boutons sont plus sympas, un truc qui fait que Mhm. véritablement ça traduit des textes, ça comprend tes requêtes, enfin, le chat GPT de maintenant, en fait. Ouais, ouais. Et ben, il disait, mais on rigolait. Et je me Ouais, suis dit, ouais, regardez, ouais, j'avais entendu ça, effectivement. ben, moi, j'étais Il partie pensait des pas que gars c'était possible. mais je faisais partie des gars qui pensaient que ces gens-là, pas lui en particulier, mais que les scientifiques, un peu avant-gardistes, hein, mais qui pensaient ça, c'est mon pas petite opinion de technique de pointe, hein, me disait, ça n'a pas de sens. Ce que les gars font là, ça n'a pas de sens. Pour te dire à quel point, ça c'est juste pour répondre à la question, comment j'ai vécu ce changement. J'ai vécu ce changement en étant du mauvais côté et en passant du bon côté, tu vois. Et quand je dis le bon côté, c'est pas particulièrement par rapport aux applications que ça a eu, c'est par rapport à la compréhension de ce que je voulais au départ. Qu'est-ce que Mhm. l'intelligence? Mhm. C'est comme ça que j'ai vécu un peu cette modification. Après, j'ai suivi un petit peu les implications, tu as toute la ramification, l'importance des cartes graphiques, donc du hardware, l'importance des formules, l'importance des pays. Tu vois, par exemple, il faut savoir que les Français sont extrêmement influents dans le monde de l'intelligence artificielle parce qu'ils ont une très bonne maîtrise des mathématiques. Donc j'ai vécu un petit peu tous ces moments-là de l'intérieur. C'était extrêmement passionnant parce que tu sais avant tout le monde qu'il y a quelque chose qui se prépare et ça va retourner toute la société. Et en même temps, j'ai été même pas témoin, mais conscient avant aussi tout le monde de entre guillemets, la dangerosité de l'outil. Tu vois, il y a des outils qui En peuvent être fait, très puissants et voilà. c'est justement, tu arrives sur le point central de ce podcast-là qui est en fait le titre. Le titre de ce podcast, on a voulu mettre l'accent sur le côté obscur, donc on a joué un peu avec les mots, avec ceux connaissent la référence des Jedi et de Star Wars. Ouais. Donc, en fait, le titre, c'est... euh, je l'ai perdu, il était devant mes yeux. Ah bah, je peux te le donner. Ah, vas-y, Arlen. L'IA et les maths. Comment ne Yes, pas succomber au côté obscur? exactement. Donc, la première discussion principale, le segment 1, on va faire un petit peu un parallèle avec les maths, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne prennent pas conscience que à la base de l'intelligence artificielle, il y a des maths.
Et d'ailleurs, c'est toi qui m'avais fait voir ça un peu, tu vois, la, Mhm, la dernière fois que tu étais venu. Et donc, la première section, ce sera plutôt cette partie-là où on va mettre un peu l'accent sur vraiment l'origine de cette intelligence artificielle, la fonction des mathématiques et mhm. l'importance des mathématiques derrière les modèles d'intelligence. Arlès, je te laisse continuer. Ah ben, on peut rentrer directement. De toute façon, on était déjà dans le sujet. Donc, justement, comment toi, Stéphane, tu penses et tu trouves que un modèle, ben, je vais prendre la référence que moi j'ai, hein. De toute façon, je suis au Canada, puis j'ai pas vraiment d'autres intelligences artificielles sur la main. Par exemple, Bard. Mais on n'y a pas droit parce qu'il y a un contexte politique particulier. Et donc, par rapport à ça, toi, peut-être que tu peux comparer les deux modèles de langage. D'après toi, tu es peut-être rentré un peu plus profondément. Comment tu trouves que les mathématiques s'inscrivent dans les deux modèles de langage, en gros? C'est-à-dire les deux, le deuxième, c'est-à-dire tu parles ChatGPT par exemple Bard, versus Bard. ouais, je peux mettre versus Bard, mais quelles sont les similitudes et puis quelles sont vraiment les différences? Parce que pour quelqu'un comme moi qui est lambda, qui Ouais, utilise ChatGPT plus pour faire, par exemple, des rappels pour faire mes courses, ouais, donc c'est pas vraiment quelque chose que j'utilise de manière poussée. oui. Toi, peut-être que tu peux rentrer vraiment à l'intérieur. Comment les mathématiques s'inscrivent? euh, Quelles sont les similitudes pour les deux Mhm, modèles? Puis quels sont mhm. véritablement les écarts en fait? Par exemple, pour Alors, Bard, ça peut être aussi Midjourney pour tout ce qui est visuel. Ça peut être Dolly pour tout ce qui est aussi visuel, ChatGPT, OpenAI. Donc, ouais. comment toi tu le vois? Alors, écoute, on va l'expliquer comme ça. L'intelligence artificielle, bon, si tu veux comparer par exemple deux modèles de langage, en fait, on peut partir effectivement des modèles de langage pour que tu comprennes aussi où est-ce que les mathématiques interviennent et qu'est-ce qui les différencie un peu entre eux. Alors, il faut savoir que les modèles, alors ce que j'appelle les modèles, euh, le modèle, c'est par exemple le réseau de neurones. Donc, un réseau de neurones, c'est une fonction, enfin, tu as une entrée. Tu vois, ça peut être ton texte, ton propre chat GPT, ça peut être une image comme sur Dali, ça peut être un texte pour générer une image comme sur Dali. Et en fait, ce truc-là, c'est véritablement, c'est comme une voiture, tu vois. Mais c'est comme une Mhm. voiture qu'il faut roder. Tu sais? Ok. Ouais, ouais. Donc ta voiture, elle sort d'usine. Elle a du potentiel. Mhm. Mais si tu sais pas la roder, si tu ne l'as pas rodée pour l'instant, eh ben, c'est une voiture qui est quand même sous-optimale. C'est pas la voiture qui va te donner les sensations que tu veux. De la même manière qu'un chat GPT qui n'est pas entraîné, tu lui rentres du texte, il te sort des suites de caractères comme si c'est ton chat qui passait sur le clavier. Et ensuite, il faut l'entraîner. Alors, pour l'entraîner, il y a effectivement deux choses. Les mathématiques rentrent là-dedans pour designer la méthode d'entraînement. La méthode d'entraînement, D'accord. elle prend des données et elle essaie d'extraire de l'information de ces données-là. Maintenant, tu as le deuxième, ça c'est un premier nerf de la guerre, c'est avoir la bonne formule, la bonne recette de cuisine pour exploiter des données. Le deuxième nerf de la guerre, c'est quelles sont les données. Et là, en fait, si tu veux, tu as les modèles de langage, il faut savoir qu'ils sont entraînés en deux étapes. La première étape, quelque part, c'est il faut apprendre au modèle à écrire. C'est comme si tu l'envoyais au primaire. D'accord? Ok. C'est le côté de l'intelligence artificielle où tu vois que les idées, elles sont extrêmement simples. Tu prends des phrases que tu as prises d'Internet comme ça. Tout ce que tu fais, c'est que tu retires un ou deux mots dans la phrase, c'est-à-dire que tu fais ton cahier d'exercice à trous comme tu étais au primaire et tu dois essayer de prédire le mot qui manque. Tu vois? Alors Ok. là où toi, en fait, nous les humains, on est beaucoup plus efficaces, c'est-à-dire que tu as un professeur qui d'abord va t'apprendre, il va te dire, mais si tu dis j'ai mangé un trou et puis tarte, je te dirais quand même, il faut quand même désigner l'objet. On va te dire, il faut le une Mhm. tarte ou bien I ate the pie. Tu vois, juste Mhm. dans tous les langages, tu as un professeur qui t'aiguille un petit peu. Dans Mhm. l'intelligence artificielle, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on se dit, mais est-ce qu'on peut pas se passer du professeur et puis juste essayer d'apprendre ça par les données en fait? C'est-à-dire qu'il y aura qu'une seule solution qui aura véritablement du sens. Est-ce qu'on peut pas spécialement juste avoir la bonne recette de cuisine un peu universelle qui va extraire la bonne information des données? Ça, c'est la première étape pour entraîner un modèle de langage. Tu lui apprends à écrire correctement. La deuxième étape, c'est qu'il faut lui apprendre à donner des réponses qui
qui ont du sens. Et c'est là que les modèles de langage se différencient. Et cette première étape, tu vois, d'apprendre à écrire correctement, elle est très demandeuse en calcul. Donc souvent, en fait, on fait des modèles qui sont pré-entraînés comme ça, et qu'ensuite on appelle ça la tâche de fine-tuning, c'est-à-dire de la paramétrisation fine. Et là, à cette époque, là, à cette étape-là, en fait, tu vas pas juste retirer un mot, c'est tu vas présenter ton modèle avec une question et tu connais la réponse à l'avance. Et tu lui demandes de générer cette réponse-là. Donc, il va s'entraîner, il va s'entraîner, il va s'entraîner. Et une fois qu'il est entraîné, ça, c'est un processus qui, entre guillemets, ne lui donne aucun degré de liberté. Tu as une bonne réponse. Maintenant, lorsqu'il est un peu entraîné comme ça et qu'il commence à générer des réponses qui ont un peu de sens, tu veux ensuite qu'il saisisse les nuances, qu'il puisse reformuler. Et là, effectivement, tu as vraiment une équipe de je sais pas combien de personnes, parce que ça, pour le coup, c'est les GAFAM qui savent combien de personnes ça nécessite. Mais grosso modo, Mhm. en fait, ils utilisent le modèle comme nous, on est en train de faire. Ils posent des questions. Enfin, eux, ils ont une liste de questions et ensuite, ils évaluent les réponses. Tu vois? C'est vraiment comme toi, on va t'envoyer ton premier jour en entreprise, on te laisse 3 mois et puis après, tu reçois, entre guillemets, des retours, une Ouais, évaluation sur ton comportement. Et puis, ben, nous, on s'adapte avec un petit peu les règles de bon sens. Le modèle, lui, va s'adapter avec les formules qu'on a mises. Mais cette étape-là de donner du feedback humain pour que le modèle comprenne, oui, mais en fait, ce que je veux, c'est pas forcément être détenteur de la vérité. Ce que je mhm, veux, c'est pouvoir communiquer avec des humains. Donc j'ai besoin de ces humains dans la loupe, dans la boucle d'apprentissage. Et c'est là que, on va dire, les modèles d'apprentissage se différencient, les modèles de langage se différencient le plus. C'est pas les mêmes humains qui ont donné les réponses. C'est pas les mêmes critères de notation qu'ils ont reçus. Par exemple, tu as dû entendre que Elon Musk voulait faire son modèle de langage, qui n'était pas bridé ouais, du tout. Donc, t'imagines effectivement. bien que si on suit ce qu'il dit, tu vas pas demander aux humains de noter moins bien les réponses qui pourraient être considérées comme racistes ou être des Mhm. réponses qui pourraient être considérées comme, je sais pas, confidentielles ou contraires à une éthique. Enfin, si tu as envie qu'un modèle soit le maximum libre de s'exprimer, comme si tu as envie d'éviter quelqu'un qui va dire des trucs un peu borderline, tu vas lui laisser de la liberté. Si tu as envie qu'il soit un peu plus consensuel, comme peut-être le modèle de Facebook, ben dans ces cas-là, tu vas plutôt essayer de dire aux gens, attention, les réponses qui peuvent être interprétées comme racistes, comme misogynes, comme ceci, tu les mets bien en bas avec un mauvais score. Les réponses qui sont consensuelles et puis qui font plaisir politiquement correct, tu les mets en haut. Alors, c'est un exemple. J'accuse pas ni Facebook ni aucune GAFAM d'avoir des guidelines. Mais ce que je te dis, c'est que par contre, je connais les scientifiques qui essayent d'entraîner ces modèles-là. Et même si je sais pas c'est quoi les consignes qu'ils ont reçues, je sais comment on fait pour orienter un modèle de langage. Et c'est comme ça que c'est fait. D'accord. Donc ça, c'est pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe derrière en fait. Quand tu utilises ChatGPT, qu'est-ce qui se Ok. passe derrière. Et il faut savoir aussi que de toutes les façons, il n'y a pas que leurs équipes de scientifiques en interne, hein. Tous les gens qui utilisent ChatGPT, je dis pas qu'on enregistre leurs données personnelles et tout, mais tu as Oui, quand même un minimum de feedback. bah oui. Ils vont regarder quand même est-ce que les gens font pas des bêtises avec, tout ça, et ils essayent typiquement en fait, tu vas plutôt avoir un espèce de, moi ce que j'aurais fait, par exemple, c'est un détecteur, c'est-à-dire que tu vois toutes tes interactions à la fin avec ChatGPT, si tu finis par ton interaction par thanks, it helped a lot, merci, ça m'a beaucoup aidé, eh ben, tu vois, là, je vais déclencher un programme qui dit, j'ai même peut-être pas envie de regarder les données, mais vu que cette interaction a été fructueuse, essaye de favoriser ce genre d'interaction. Ok. Et de Donc, toute on est même façon, comme actif on dans la dit, boucle. si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit, quoi. Alors, c'est une façon de voir les choses. C'est beaucoup plus subtil que ça. Ils ont besoin de nous. C'est-à-dire que le produit, à la base, il est fait pour être utilisé. Mhm. Ils veulent que le produit nous satisfasse un maximum. Donc, ils vont essayer de nous satisfaire en essayant de s'adapter à nos envies, nos besoins et nos satisfactions. Maintenant, c'est nous-mêmes le produit, on est notre propre produit, puisque c'est nous qui donnons du feedback au modèle, le modèle, il Mhm. s'adapte à nous. Et c'est là où, par exemple, je sais qu'on parle beaucoup de biais dans les données. Là, il faut comprendre, Mais il y a mais deux biais séparés. c'est la partie après qu'on va plus développer. Mais Eh ben, on juste va la avant que tu développer de développes cette façon partie-là, spécifique. voilà. Juste avant que tu développes cette partie-là, au niveau mathématique, est-ce Ouais, que dans le domaine des maths, il y a plusieurs sous-domaines, on va dire. Tu as ouais, l'algèbre, tu as les statistiques, la probabilité, etc., la ouais, géométrie. Est-ce que dans l'intelligence artificielle, dans la création des modèles, dans oui, le fait, comme tu as expliqué, de pouvoir
créer une équation mathématique qui va gérer les données qui seront à disposition des développeurs. Est-ce Ouais. qu'il y a des sous-domaines mathématiques qui sont plus utilisés? Par exemple, peut-être les stats sont plus utilisés ou d'autres domaines. Alors, tu te souviens, on va reprendre mon petit exemple de ChatGPT, hein. Tu as vu comment j'ai séparé l'entraînement en te disant, d'abord, il faut qu'il apprenne à écrire. Ensuite, il faut qu'il comprenne c'est quoi donner du sens à une réponse. Et après, qu'il faut qu'il s'adapte à, si tu veux, ce qu'on sait déjà et à nos interactions habituelles. Tu vois ça? Ça paraît être un programme raisonnable pour à peu près apprendre à n'importe qui à interagir en société, en fait. C'est plus ou moins ce qu'on fait à l'école. Et donc, tu vois que cette idée-là, elle n'est pas spécialement compliquée, en fait. Le truc, c'est, si je te dis simplement, il faut que le modèle, en moyenne, satisfasse le plus grand nombre. Tu vois ce terme-là, il faut qu'il satisfasse en moyenne. En fait, si tu veux essayer de résoudre cette question-là sérieusement, tu dis, bah, si c'est une moyenne, ça veut dire qu'il y a différents résultats possibles. Et puis une moyenne, c'est un truc statistique. Donc en fait, c'est juste, ben, les gens qui font des statistiques proprement, ce sont des statisticiens. Ils ont déjà eu une pléthore de problèmes dans le passé. Ils ont écrit comment ils ont résolu ces problèmes-là. Et toi, tu arrives, tu as un modèle de langage entraîné et tu dis, mais je veux qu'il plaise aux gens en moyenne. OK, comment est-ce que dans le passé, les gens optimisaient les machins en moyenne? Tu ouvres le bouquin de stats. Ils ont écrit des formules point par point. Et la formule, en fait, c'est la description procédurale, hein, vraiment, de comment tu ferais pour rentrer ça dans un ordinateur pour que ça fasse ce que tu veux. Donc, les mecs, ils ont déjà fait des trucs, donc on va piocher dans ce qui existe déjà. Des fois, ça marche, et puis des fois, ça marche pas. Et puis là, c'est à moi de rentrer en scène, de chercher encore plus loin pour essayer de faire un peu mieux. Et c'est là que la technicité des mathématiques rentre en jeu. Il faut bien comprendre que c'est pas que le fait qu'il faille faire des études de mathématiques pour entrer là-dedans, c'est juste qu'on est déjà pas mal avancé. C'est comme, ben, pour t'insérer dans la société, il faut quand même que tu parles la langue que les gens parlent dans la rue. Mhm. Mais ça part juste d'une idée extrêmement simple. Et après, c'est est-ce que tu es solide ou pas, est-ce que tu es sérieux ou pas, et est-ce que tu vas au fond des choses. Les gars qui voulaient aller sur la Lune, peut-être, je sais pas moi, peut-être à l'époque, dans le Moyen Âge, tu voulais aller sur la Lune, tu tires un canon et puis tu mettais le maximum de poudre, tu vois, et puis c'était tu peux faire ta discussion PMU, tu vois, ta discussion bourbois. Ou alors tu dis non, mais en fait les gars, on veut vraiment arriver là, et s'il faut se taper des détails extrêmement techniques comme des formules mathématiques, on le fait quand même. Eh bien, c'est ça l'intelligence artificielle. C'est Ok. véritablement ça. C'est d'abord, il faut avoir une idée qui fait du sens, et après, il faut la mener jusqu'au bout avec la rigueur nécessaire. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire marcher ces trucs-là. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a une autre, donc là, tu as mis l'emphase sur les stats. Est-ce qu'il y a d'autres sous-domaines? Enfin, moi, j'appelle ça sous-domaine, mais bon, c'est Oui, plus je ma comprends. terminologie. Mais est-ce qu'il y a C'est peut-être non, mais d'autres? tu as raison en fait d'appeler ça un peu comme ça parce que c'est vrai que si par exemple il y a un jeune qui nous écoute, qui veut choisir ses études, il est en maths, ça Ouais, n'intéresse ce que je exactement. faisais et il veut Ouais, refaire mon parcours mais en faisant peut-être des choix un tout petit peu plus optimaux que ce que j'ai fait à l'époque exact. puisqu'on savait pas. Eh ben Mhm. écoute, moi j'ai envie de te dire que d'abord tu as de façon assez logique des parties des mathématiques qui sont prépondérantes. Mais il faut bien comprendre que ça dépend toujours de l'époque à laquelle on est et de qu'est-ce qu'on essaye de mettre en avant. Par exemple, ce qui est prépondérant pourquoi les statistiques sont prépondérantes dans l'intelligence artificielle, c'est parce que c'est dans les statistiques que tu peux formaliser la théorie de l'information. Tu vois? En fait, depuis qu'on est petit, tu dis, mais tu regardes les informations pour savoir ce qui se passe. Ouais. Ah, mais il me manque une information, ou est-ce que tu as, mais c'est quoi l'information? Là, je vous pose la question, les gars, si je vous demande, c'est quoi une information? C'est quoi? Ok. Tu vois? Pour moi, c'est un flux de données qui n'a pas de fin. Et en fait, c'est un flux de données. Mais après, c'est les personnes qui vont présenter ou les personnes qui vont recevoir l'information qui vont la structurer. Pour moi, c'est comme ça que Alors, je la Alors vois. oui, c'est vrai. Alors c'est vrai, mais justement en fait, ça répond pas à la question. J'ai envie de dire que n'importe quel scientifique aurait envie de se poser. C'est comment tu mesures l'information. Et c'est là que la théorie de l'information arrive, qui est formalisée dans les statistiques. Et moi, je te donne une définition assez simple que tout le monde peut retenir. Une information, c'est une réponse par oui ou non à une question.
Ok. Tu vois, c'est simple. Ok. Tu m'as posé une question par oui, non, et donc la réponse c'est 0 ou c'est 1. C'est oui ou c'est non. Ça te permet de mesurer une information. Après, si tu as envie de me demander un truc un peu plus complexe, par exemple, Stéphane, présente ta carrière. On peut décomposer ça en une suite de questions. Stéphane, est-ce que Mhm. tu étais en études de maths de 2010 à 2013? Oui. Est-ce que tu étais en études de psychologie de 2013 à 2014? Non. Est-ce que tu étais en études pour faire de l'informatique de 2013 à 2014? Oui. Tu vois? Après, l'information, elle est complexe ou pas. Tu as besoin de me poser combien de questions par oui ou non pour savoir ce que tu veux savoir sur moi. C'est comme ça qu'on mesure l'information, tu vois? Donc ça, Ok, donc forcément, c'est comme ça que tu extrais il y de a un côté l'information à binaire partir en d'un jeu de fait. données. Ok, C'est, en donc c'est fait, le disons que côté c'est comme ça que binaire. c'est comme ça qu'on la mesure. Mais il faut pouvoir D'accord. toujours mesurer quelque chose pour pouvoir l'optimiser. Si tu veux pouvoir optimiser la pertinence de ton modèle, il faut que tu puisses mesurer sa pertinence. Donc, c'est dans ce sens-là que les statistiques sont prépondérantes. Maintenant, je vais te donner un autre exemple qui n'a absolument rien à voir, mais qui est tout autant d'actualité, même si les gens ne comprennent pas du tout comment ça marche techniquement. C'est les prédictions sur le changement climatique. Pour pouvoir faire des prédictions sur le changement climatique, il faut pouvoir un tout petit peu modéliser le climat sur la planète, c'est-à-dire comment les saisons ça marche, le cycle de l'eau, tout ça. Eh bien, il se trouve que ces trucs-là, c'est un peu à la frontière entre les statistiques, mais autre chose qui est, on va dire, l'étude des systèmes dynamiques et des systèmes complexes. Et entre guillemets, c'est tout ce qui est équation différentielle. Alors ça, en fait, moi, c'est un truc que personnellement, j'ai toujours eu j'ai eu beaucoup de mal avec ça, parce que Mhm. j'avais du mal à saisir les tenants et les aboutissants. Et à une époque, qui je dirais depuis le XVIIe siècle, on va dire peut-être, ou le XVIIIe, peut-être le XVIII, XIXe siècle, en fait, les gens avaient besoin, tu sais, on avait besoin de lancer des fusées sur la Lune, on avait besoin de calculer le déplacement, les forces de frottement d'un train qui se déplace sur des rails, tout ce genre de petits détails-là, qui fait que les gens étaient très forts avec ça. Et peut-être les statistiques étaient un peu moins prépondérantes à l'époque. Aujourd'hui, les statistiques sont prépondérantes parce que ce qui nous intéresse, c'est par exemple des modèles de langage. Mais je sais que, par exemple, tu vois, dans mon labo, il y a une équipe qui fait beaucoup de comment est-ce qu'on intègre les équations différentielles à ces modèles de réseaux de neurones qui n'ont pas du tout été conçus pour ça. Parce qu'on a besoin d'intégrer ce qu'on sait déjà sur le climat pour utiliser la puissance de toutes ces IA à base de réseaux de neurones pour essayer d'affiner nos prédictions, pour essayer de trouver des solutions. Et ça, par exemple, les gens qui font de la recherche pour le changement climatique avec de l'IA, ce sont des gens chez qui la compréhension de ces modèles de mécanique des fluides, d'équations différentielles, qui savent maîtriser ces outils-là, plus peut-être que les statistiques, en fait. Ces gens-là sont cruciaux pour ce genre d'études-là. En tout cas, pour ce que je connais des méthodes qui sont développées. Donc, la question que tu me demandes, qui consiste à dire c'est quoi les domaines de l'informatique qui sont prépondérants, eh ben, enfin, les modèles des mathématiques qui sont prépondérants, en fait, ça dépend vachement de ce que tu es en train de faire. Et moi, personnellement, l'exemple extrêmement personnel que j'ai là-dessus, c'est, si tu veux, on pourra développer un peu plus en détail. C'est dans ma thèse, quand j'ai développé un logiciel qui permettait de générer des sons de batterie qui étaient extrêmement réalistes, c'est-à-dire au lieu de faire de la génération d'images comme DALI ou de texte comme ChatGPT, moi, c'était un générateur de sons. Et bien, pour arriver jusque-là, il a fallu que je maîtrise j'ai justement, en fait, personne n'arrivait à faire ça. Et il a fallu que je me plonge dans les détails qui demandent des connaissances mathématiques que la plupart des gens n'exploraient pas. Et il se trouve que j'ai compris ça avec les connaissances mathématiques que j'avais et puis l'intuition que j'avais pour la musique. Donc, la question de savoir ce qui est prépondérant, en fait, je vais y répondre, donner une réponse finale. On ne sait pas. Il se trouve que tu peux essayer d'imiter les gens autour de toi et ça peut peut-être t'aider à faire ce qu'ils font. Si tu veux faire quelque chose de nouveau, qui sera nouveau parce que les gens qui font comme tout le monde n'arrivent pas à faire, tu sens bien qu'il va falloir aller chercher une compétence qui n'existe pas encore. Donc je dirais que ça dépend un petit peu ce que tu veux faire. Si tu veux innover, mieux vaut être fort dans ce que les gens ne comprennent pas. Si tu veux pouvoir utiliser, il vaut mieux maîtriser ce que les gens qui ont conçu le produit maîtrisaient. D'accord, ça fait du sens en même C'est temps. clair, Mhm. c'est clair. Euh, Est-ce que Arlette, tu voulais dire quelque chose? Non, non, c'était très clair. C'est super bien expliqué. Moi, peut-être rajouter dans ce que tu disais, après ma compréhension des mathématiques, c'est sûr que c'est pas la tienne, Stéphane, mais est-ce qu'on pourrait rajouter les probabilités comme étant quelque chose de ultra prépondérant?
Parce que l'intelligence artificielle, ben lui, il va, comme tu as dit un peu plus tôt, il va prédire. Donc, les probabilités, c'est un peu le sous-domaine, comme dit Deki, qui favorise un peu la prédiction en tant que tel, non? Alors, tu sais quoi? J'ai une réponse très particulière à ça. Là, je vais me mettre un petit peu à nu, tu vois, pour que les gens soient un petit peu moins gênés. Tu sais, toi, alors on te connaît depuis longtemps. Tu sais à quel point Ouais. les mathématiques, c'est un sujet chez moi. C'est un Oui, oui, sujet. c'est sûr, c'est sûr. Et tu sais que, en fait, c'est peut-être la partie que tu as eu le temps de moins se voir, mais lorsque tu me voyais pas, c'est souvent quand j'étais en train de me casser la tête sur une formule de mathématiques que je comprenais pas, et ça cabat mes boutons. C'est-à-dire que le truc m'énerve, tu peux me voir, tu peux demander à des gens, je crie, je tape des trucs, je dis comment ça n'a aucun sens. Bon, les probabilités, la première fois que j'ai pris un cours de probabilité, j'ai rien compris. Je te promets, je n'ai rien compris. Mais Ah, vraiment rien. je pense un peu tout le monde dans ce podcast. Mais, mais j'ai rien compris. Je dis, Même à mais qu'est-ce que le l'université, gars les raconte? probas, oh là là. Bah, Et j'étais moi, déjà moi, c'est bien le dans les maths, seul, hein. moi, c'est le seul domaine qui m'a fait avoir le bac, hein, parce que si je maîtrisais Ah, pas les probas, je Ah, mais en pensais pas fait, eu mon bac. oui, mais tu vois, moi j'ai eu mon bac, si tu vois, avec les probas. Mais quand j'ai commencé à Ouais. faire les probas, juste Après, un quand tout petit peu ça, plus ouais, sérieuses, tu ouais. vois, ouais, genre. ouais, ouais. Et je Quand dis tu pas des rentres probas, dedans, je dis pas des probas sérieuses pour dire ouais, que en terminale nous a fait des belles GG, tu vois, mais Ouais, ouais, mais plus poussé, quoi. c'est plutôt Ouais. quand je dis, mais en fait, comment les gars, comme les Russes, je te promets, il y a une littérature de Russes sur les probabilités. Les gars, c'est des fous. En même temps, je me dis, mais ouais, ils les sont gars sont forts. arrivés là, c'est pas parce qu'ils sont fous, c'est parce que les gars résolvaient des problèmes qui étaient difficiles. Donc, quand j'ai commencé à voir ce truc-là, je me dis, mais je comprends rien. Je comprends rien. Le prof, il parle, je comprends rien. Bon, bon. Et puis ensuite, j'ai pris un cours de statistiques. Et on disait toujours les statistiques les plus faciles. Seigneur, je te promets, j'ai encore moins compris. J'ai encore moins compris. Et en fait, je vais quantifier le truc. Mon premier cours de proba, c'était en 2011. Mon premier cours de statistique, ça doit être fin 2011 ou début 2012. Mhm. J'ai compris, mais véritablement compris les trois notions nécessaires pour comprendre un petit peu les probabilités et les statistiques. Je crois que c'était en 2017. Et je me souviens très exactement parce que j'avais fait un post Facebook. J'avais dit, il m'a fallu 6 ans et demi pour comprendre la nuance entre ces trois définitions. Vraiment, juste ça. Et quand j'ai compris ça, tout est devenu clair. Mais vraiment, pratiquement tout. Mais il faut quand même comprendre que ça m'a mis 6 ans et demi de moi qui supporte pas que ma compétence principale, on me mette à l'amende là-dessus, que je ne vieille note au partiel, que j'abandonne le truc. Non, 6 ans et demi. Et c'est parce que j'ai pas pris le manque de respect, tu vois, des mathématiques envers moi là, qu'est-ce que quelque part, j'ai persévéré. Parce que je me suis dit, Mhm. je me suis rappelé d'une phrase que mon prof de prépa me disait, Stéphane, il faut toujours faire ce que tu n'aimes pas. Ce que tu aimes, tu seras naturellement bon dedans. Parce que tu vas forcément le travailler à ton insu quand tu en auras marre de faire ce que tu n'aimes pas et que tu vas revenir là-dessus. Mais les trucs que tu n'aimes pas, si tu l'aimes pas, c'est parce que tu sais pas l'utiliser. Et si les gens ont développé cet outil, c'est que cet outil est utile et tu es en train de passer à côté d'un pan de l'histoire, en fait. Donc, j'ai Mhm. toujours fait ça. Tu vois, j'ai toujours refusé un peu l'échec intellectuel. Donc, je suis continué là-dedans. Et c'est vraiment ça qui, le fait d'avoir persévéré, le fait d'avoir compris pourquoi c'était compliqué, c'est là que j'ai compris pourquoi est-ce que l'intelligence artificielle allait avoir un si gros impact dans la vie de tous les jours. C'est que les gars qui font de l'intelligence artificielle, ils ont compris comment est-ce qu'on fait pour raisonner en termes de statistiques. J'aimerais vraiment mettre un focus pour comprendre à quel point c'est un truc de malade de juste prendre un cours de statistiques. Vas-y. Je te parle quand on te dit, il y a un événement qui va se produire avec une certaine probabilité. Et Première phrase du cours. Mais ça n'a aucun sens cette phrase. Ou qu'à pas les médias en baguette. Tu me parles de trucs, ça s'est pas encore réalisé, frère. Pourquoi est-ce qu'on ça va faire peut des se projections? passer, genre. Ça peut se passer. Et on va faire des calculs qui vont décrire la situation de quand ça va se passer, mais aussi si ça va pas se passer. Mais quel objet mathématique il va falloir que j'invente? Quelle est la complexité de l'objet mathématique? Mais tu sais, la complexité d'un objet, tu vois, c'est-à-dire, ça peut pas être juste un nombre, tu vois, une probabilité, tu vois, la probabilité, c'est, je résume en un chiffre, un événement. Mais qu'est-ce que ce chiffre veut dire? Quand on te dit, il y a 80% de chances que tu tombes sur tel sujet à l'examen. Mais ça peut vouloir dire plein de choses. Ok, si tout le monde a Ouais, le même bah ouais. sujet,
Ça veut dire que sur l'ensemble des sujets possibles que tu peux faire avec les cours de l'année, tu vas en tomber sur un. Mais si je te dis, en fait, chacun arrive dans la salle et puis il pioche son sujet. Tu te dis, mais attends, il faut que je modélise la probabilité de tomber sur un des sujets qui étaient dans la table et la probabilité que un sujet que j'ai pris sur la table, au hasard, contienne tel truc. Et puis ensuite, il faut peut-être que je regarde la taille de chaque pile, parce que s'il y a c'est des copies, tu vois, je dis, ah mais celle qui a beaucoup de copies, donc ça va augmenter la probabilité de tomber sur lui. Ou bien, si j'arrive en dernier, comment je suis, les gens ils auront plié plus facile, est-ce que c'était face cachée, face... Donc, tu vois ça, c'est toute cette complexité-là qu'il y a dans les statistiques et les probabilités. Et en fait, le fait de parler d'un événement hypothétique, mais qui peut arriver à chacun d'entre nous, ça permet de modéliser un petit peu nos comportements. C'est-à-dire, c'est le comportement de personne, hein, mais c'est potentiellement le comportement de tout le monde. Tu vois ça? Juste comprendre ce que c'est qu'un événement probabiliste, donc qui peut se produire ou qui peut ne pas se produire dans un ensemble d'événements possibles, ça m'a pris du temps. Et ensuite, tu as les statistiques qui viennent dessus. C'est, je suppose qu'il y a un ensemble d'événements possibles. Enfin non, je suppose qu'il y a un ensemble d'explications possibles à un événement qui s'est produit. Comment est-ce que je peux déduire des informations sur les choses que je suppose être vraies? Ouais, c'est ça qui est dur avec les probas, parce qu'on te demande de dire, il y a 80% de chances que ça arrive. Donc, comme il y a le 80% de chances, essaie d'anticiper. Ça, c'est compliqué. C'est quoi le C'est, 20% qui en reste? fait, Ça, c'est en- quoi? C'est quoi? Il faut prédire le définir le futur. truc. Prédire le futur, en gros, quoi. Alors, non, tu sais quoi? C'est pas ça. C'est faire Ça des serait quoi? prédictions sur, c'est faire, en fait, on va faire un petit point, parce que c'est un petit peu ma réflexion, tu vois, que j'ai mis sur la table. On fait des prédictions sur ce qu'on ne sait pas. Et Mhm. pourquoi est-ce que le futur, ça nous intéresse tant que ça? Parce que le futur, c'est le seul truc qu'on ne sait pas. Tu vois? Quelque part, bon, tu dis, si je prends une pomme là comme ça à la Newton, tu vois, je prends, c'est ma clé de voiture, tu vois, je dis hop, là je lâche, ça tombe. Bon, tu te Mhm. dis, ça va arriver tout le temps. Tu dis, oui, mais si tu vas sur la station spatiale internationale, ça se passe plus comme ça. Tu Ouais, c'est vois? ça. Donc, Ouais. bon, maintenant on connaît les lois de la physique, tout ça, on sait pourquoi. Mais à l'époque, on savait pas pourquoi. Tu vois? Quelque part, tu peux te dire, non, c'est sûr. Si je fais ça, tac, ça va tomber. C'est sûr et certain. Et puis on Mhm. emmène le gars dans la station spatiale internationale, et puis il fait ça, et puis ça tombe pas, et puis il dit, ah, finalement, tes prédictions, c'est un peu comme ça probabiliste, hein, ton truc, tu vois. Donc il y a des trucs, bon, c'est sûr que ça se passe tout le temps, mais c'est surtout ça, les machins, on sait pas comment ça va se passer. Genre, je fais une blague, est-ce que les gens vont rire? C'est des Ouais. questions bêtes, hein. Mais je fais une blague, est-ce que Ouais. les gens vont rire? Ça, c'est un événement probabiliste. Je ne sais pas s'ils vont rire. C'est quoi la probabilité qu'ils rient? Est-ce que statistiquement, quand je fais cette blague-là, les gens ont l'habitude de rire? Tu vois, c'est un peu tout ça. Si je fais des prédictions sur l'inconnu, sur ce que je ne sais pas, à partir des choses que j'ai déjà vues. Et j'essaye de raffiner mes prédictions. C'est véritablement comme ça que ça fonctionne et c'est d'ailleurs ça l'intelligence en fait. On va en parler plus en détail après. Donc, bon, ça c'est en gros, et puis ça peut être une transition. Donc, si je comprends bien, c'est l'intelligence artificielle. C'est les probabilités, en gros. Si, Eh d'une ben certaine manière. écoute, tu sais quoi? J'ai tendance à dire que je sais pas c'est quoi l'intelligence, même si j'ai une très grosse opinion et je commence à construire ma théorie. Mais surtout, on ne sait pas ce que c'est l'intelligence, donc je ne peux pas te dire ce que c'est que l'intelligence artificielle de surcroît. Ce que je Et puis connais, la partie de l'intelligence, en fait, enfin, ce que les gens dans le mainstream appellent l'intelligence artificielle, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Euh, Parce que c'est un peu ça. quand tu parlais de l'aspect binaire, lorsque tu expliquais les réponses oui et non, Mhm. euh, en fait, en vrai, la réalité, notre intelligence, parfois, enfin souvent, la plupart du temps, elle n'est pas en binaire. Donc, il y a un aspect binaire, c'est vrai, mais il y a aussi un aspect non binaire qui fait que la frontière est floue. Et Tu je sais, pense que c'est peut-être pour c'est ça que les gens ont tendance à appeler ces modèles d'intelligence artificielle comme ChatGPT. ouais. Effectivement, c'est très puissant, effectivement, c'est très impressionnant de voir la capacité de ces machines-là à te donner une réponse et à pouvoir trier l'information et la synthétiser d'une façon très compréhensible et très le plus souvent juste. Euh, mais l'intelligence, c'est peut-être autre chose qui est plus subtil et c'est peut-être pas un synonyme d'intelligence artificielle. Alors, en fait, moi, je vais te dire, tout ce qu'on sait identifier, c'est la stupidité naturelle.
Et je vais te dire un truc, hein. On ne conçoit pas des intelligences artificielles, hein. On conçoit des machines qui évitent d'être stupides. Je sais pas si tu vois la différence. Tu vois, la stupidité naturelle, on peut définir ça à la Einstein. Je sais plus c'est quoi la phrase exacte, mais qui dit vraiment l'un des trucs les plus stupides, c'est véritablement d'essayer deux fois exactement la même expérience et d'en attendre deux résultats différents. Tu vois? Ça, en fait, tu fais ça en science quand véritablement tu répètes. Si tu répètes l'expérience et que tu as des résultats différents, en fait, ça devient un problème. Mais si tu essayes de prouver quelque chose, que tu fais une expérience, que le résultat n'est pas celui que tu attends, et puis que tu recommences, c'est un problème. Par exemple, euh, bon, même si tu n'as pas l'occasion de le faire deux fois, mais tu vas pas sauter d'un avion sans parachute. Voilà. A fortiori, si ton pote l'a fait une fois, tu vas pas essayer de retenter l'expérience une fois que tu as vu ce qui lui est arrivé. Ce serait quand même extrêmement stupide. Tu vois? Donc, en fonction de ce que tu as déjà vu de positif et de négatif dans ta vie, tu vas essayer d'éviter ce qui était négatif et de reproduire ce qui était positif. C'est juste ça. Quand on te dit machin est optimisé en moyenne, je te dis, écoute, en moyenne, quand je mets des chaussures chez moi, je me cogne moins les doigts de pied dans le petit coin de la table. Donc, vu que chaque fois que je fais ça, ça marche, et que chaque fois que je le fais pas, je me fais mal, je vais mettre des chaussures. C'est uniquement ça, de façon sur des données beaucoup plus complexes et des problèmes beaucoup plus complexes, avec des formules beaucoup plus complexes que les modèles d'intelligence artificielle font. Mais ils ne font que ça. Tu lui donnes des données, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, reproduis ce qui était bon, évite ce qui était pas bon. C'est tout. Et est-ce que on pourrait faire la transition, est-ce que tu pourrais dire que ce que tu expliques là en ce moment, parce qu'il y a souvent un problème qui revient souvent avec les intelligences artificielles, avec l'IA, c'est la gestion des biais. Est-ce que tu pourrais faire un parallèle avec ce que tu viens de dire? Est-ce que c'est un peu ce que tu expliques? Alors, oui, je vais expliquer ça de façon assez claire. On va pas parler là pour commencer, pour comprendre d'abord c'est quoi un biais. On va pas parler de d'IA. On va parler d'humain. Les humains, l'humain, l'homme, on est un animal social. Animal social, ça veut dire on vit en société, on a une certaine aptitude à reproduire les us et coutumes, on imite assez bien notre voisin. C'est ça le biais en fait. On est biaisé parce qu'on est des humains. On essaye de s'imiter les uns les autres et même si on n'essaye pas de s'imiter les uns les autres, c'est un copain à moi qui s'appelle Yvan qui m'avait sorti cet exemple-là. Il m'avait dit, mais Stéphane, regarde les parcs publics. Tu sens pas qu'il y a des sentiers? Tu sens pas qu'il y a des chemins un peu tracés? Pourquoi est-ce que toute la pelouse n'est pas défoncée en fait? Et il me dit, il y a des parcs dans lesquels il y a des pancartes où on te dit où est-ce qu'il faut marcher. Mais en fait, je crois qu'ils ont fait une expérience à Central Park. Tu sais, ils ont vidé le parc, ils ont commencé à laisser les gens entrer. Et en fait, il y a une première personne, elle va sur un chemin. Et en fait, de façon complètement inconsciente et pour aucune raison rationnelle, les gens prennent le même chemin. La raison rationnelle, c'est que je pense que c'est implémenté dans notre cerveau depuis longtemps que se dit, écoute, s'il y a un mec qui a déjà marché là et il n'est pas mort, mieux vaut marcher là. Parce qu'au moins, on a l'information qu'il a survécu ici. J'ai aucune garantie que si je passe sur la falaise, je vais survivre. Donc, on a cette tendance à imiter les chemins. C'est pour te dire à quel point le biais, il apparaît partout. Et si tu demandes à plutôt un psychologue, il va te dire, mais nous ne sommes que biais, en fait. On a très peu de libre arbitre. Et en fait, l'intelligence artificielle, elle a besoin de données. Mais c'est qui génère ces données? C'est nous. Donc, les données héritent de nos biais. Et là, je cite un autre copain à moi qui s'appelle Michael qui me dit, mais Stéphane, on est tous racistes, hein. C'est juste qu'il faut l'assumer, il faut s'en rendre compte, parce que c'est un biais naturel de l'humain d'essayer de se regrouper par similitude. Ça paraît raisonnable de se dire que quelqu'un qui est blanc, il dit, écoute, quand les gars mettent pas de crème solaire, ils ont des coups de soleil. Donc, même si les noirs, ils mettent pas de coups de soleil, je vais essayer d'imiter les blancs, tu vois. C'est bon pour sa santé, tu vois. Donc, le racisme, l'identification du fait que les gens qui te ressemblent, tu vois, ben, il vaut mieux adopter leurs us et coutumes, c'est pas stupide d'un point de vue même médical, tu vois. Par contre, on est stupide. On est vraiment bête, tu vois. On va commencer à dire, ah ouais, mais les un tel, ils sont pas bien, les un tel, ils sont ceci, ils sont sauvages. Ça, c'est le biais qu'on essaye d'éviter. Mais quand on a récolté les données sur l'ordinateur, on n'a pas fait attention à ça. On s'est lâché. Et le modèle, vu qu'on l'entraîne à imiter les données, il va imiter ça. Et ce qu'on essaye d'éviter,
c'est que la stupidité, quand on dit on évite les biais, c'est que toute la stupidité de l'humain accumulée au cours de centaines d'années de biais, de social, d'us et coutumes qui n'étaient pas forcément bons, qu'on est en train de changer là en 2023, eh ben, on se demande, mais puisqu'on est en train de nous se déconstruire, essayer de faire attention à qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était judicieux ou pas, là, pour les modèles d'intelligence artificielle, on sait, même les créateurs de ces modèles-là, même s'ils ont un intérêt économique à faire telle ou telle chose, ce qu'ils sont obligés de faire, c'est de contrôler les biais, parce qu'il y a tellement de biais dans les données que c'est un travail à temps plein pour eux de pouvoir contrôler leur modèle. Il faut bien comprendre que les données qu'on a générées, ça donne des mots de tête aux scientifiques qui entraînent les modèles, parce que eux, c'est pas forcément eux, ils ont besoin de contrôler le modèle. Et contrôler un machin qui apprend par les données, c'est un peu comme essayer de contrôler l'opinion politique que ton fils va avoir quand il aura 18 ans. C'est extrêmement compliqué. Beaucoup plus compliqué que de lui apprendre qu'il faut mettre ses chaussures avant de mettre ses chaussettes, tu vois. Ok. Et bon, moi j'ai ma réponse, c'est ma réponse personnelle. Moi, je pense que les biais sont inévitables, puisque c'est la condition humaine. Mais par contre, est-ce que au niveau mathématique, dans tout ce qui se passe en fait actuellement, est-ce qu'il y a un champ, un domaine qui se développe à propos de la gestion des biais par rapport à la création des équations mathématiques qui pourraient aider les développeurs à pouvoir un petit peu parquer et gérer et classifier certains biais pour pas que ça soit quelque chose d'incontrôlable. Alors, non. Il n'existe pas de formule mathématique qui permette d'annuler un biais, parce que ça dépend ce que tu définis être un biais. Et en C'est fait, subjectif. si tu me définis ce qu'est un biais, voilà, et comme tu dis, en fait, c'est ça tout le problème du contrôle, c'est que si je connais la vérité absolue, je peux te dire, Monsieur Arlette, tes données sont imparfaites parce que quand j'entraîne mon modèle, il n'arrive pas à la vérité absolue. Mais je ne connais pas la vérité absolue. Personne ne la connaît. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de. C'est là que les statistiques interviennent. En fait, c'est un truc. C'est véritablement. L'image n'est pas du tout simpliste. Si tu veux savoir si un dé est truqué ou pas, tu la lances. Tu la lances. Tu le lances. Et tu comptes à chaque fois les résultats. Normalement, il y a une règle de bon sens qui te dit, oh, si le dé n'est pas truqué, normalement, si je l'ai lancé 120 fois, oh là là, moi qui fais une erreur de calcul, je vais avoir honte. Ben, je devrais avoir à peu près environ 20 résultats qui font 1, 20 qui font 2, même chose qui font 3, à peu près 4, parce que ça doit être équilibré. Si tu vois qu'il y a je sais pas moi, 50 fois le nombre 6, 30 fois le nombre 1 et puis peut-être juste 2 fois le nombre 4, ouais, c'est bizarre ton dé là, tu vois. Et ben c'est exactement. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque tu multiplies le nombre de lancers indépendants, tu vois, tu relances comme ça, tu fais apparaître des informations sur le dé. Est-ce qu'il est biaisé ou pas? Tu vois, tu finis par obtenir une information. Après, si tu définis que ça doit être équilibré et que si c'est pas équilibré, c'est biaisé, là, je peux détecter s'il y a un biais. Ce qu'on essaye de faire avec les données, c'est qu'on se dit, on va multiplier les données. On va en prendre tellement que si quelqu'un essayait de me mentir, il va finir par se contredire et je vais le voir. Et statistiquement, je pourrais connaître la vraie moyenne, tu vois. Maintenant, tout ce que je peux faire, c'est identifier si quelque chose est favorisé par rapport à autre chose. Maintenant, je ne sais pas si ton opinion, c'est par exemple que la Terre est ronde. Il y a des gens qui ont l'opinion que la Terre est plate. Si tu vois que 90% des gens répondent la Terre est ronde, 10% répondent la Terre est plate, tu vas te dire, on a quand même un biais à dire que la Terre est ronde. C'est un biais. Mais ce biais est-il bon ou pas? Bah, si c'est vrai, c'est bien d'avoir ce biais. Si c'est faux, c'est peut-être pas bien d'avoir ce biais. Mais tu comprends que la définition du biais, elle est un petit peu floue. Savoir ce qui est normal, ce qui est pas normal, ce qui relève du biais des données, ce qui relève de la vérité absolue, parce qu'on a multiplié le nombre de lancers, c'est compliqué. Et c'est le fait qu'on n'ait pas cette réponse de vérité absolue qui fait que le problème de contrôler les biais dans les modèles, c'est un travail à temps plein. C'est des humains qui viennent utiliser le modèle et qui disent, écoutez, c'est bizarre. Quand je lui demande son opinion sur Donald Trump, le gars arrête pas de dire des trucs super bien, alors que quelle que soit ton opinion sur Donald Trump, il a fait tel truc qui n'était pas bien. Tu peux prendre ça avec n'importe qui. Hein. Tu peux dire même Justin Trudeau, tu peux des partisans, ils te disent oui, mais attends, le modèle dit quand même que ça, c'est pas bien. Ok,
Bon, je peux détecter des choses qui sont plus prévalentes que d'autres. Après, c'est à la J'ai une communauté question. d'avoir un consensus sur ce que c'est bien ou pas. J'ai une question. Est-ce que tu penses que le fait de créer des modèles d'intelligence artificielle Mhm. sur des domaines qui sont larges et généraux, comme par exemple ChatGPT, c'est ce que Ouais. ChatGPT fait, est-ce que tu penses que avec ce problème de biais que tu viens d'expliquer, c'est c'est quelque chose qui peut être très dangereux comparé à des intelligences artificielles qui sont développées dans des domaines plutôt spécifiques, par exemple la recherche en médecine ou automobile, ou sur, par exemple, tu parlais de tout ce qui est des modèles de modélisation comment dirais-je, de la température, du climat. Est-ce que les intelligences artificielles comme ChatGPT qui sont généralistes sont beaucoup plus dangereuses que des intelligences artificielles qui sont dans des domaines plutôt spécifiques? Je voudrais Alors, rajouter, compléter la vas-y. question de Deki en disant, ben, après tu vas me corriger, mais ce que tu disais un peu tout à l'heure, c'est ce que tu disais au début de la discussion, le fine-tuning, Oui. donc en tant que tel. Est-ce que ce fine-tuning-là, ben, a un côté sombre, justement ce côté sombre-là qui au final pourra modeler un peu l'opinion publique, modeler un peu la jeunesse. Je sais pas si ça complète la question que tu viens de donner, Deki. Alors, la Et question de comment Deki l'éviter? d'abord. Enfin, peut-être, non, peut-être ta question d'abord, Harley, parce que c'est simple en fait. Est-ce que tu penses que les médias avant Internet, hein, est-ce que tu penses que c'était néfaste, bénéfique pour la société? Je veux dire, des médias de Néfaste ou masse. bénéfique, Si, je pourrais pas dire, mais tu vois, il à, y a quand même une défiance à savoir est-ce qu'on peut leur faire confiance parce qu'au final, il y a des fois des scandales et puis ça peut être utilisé comme machine de propagande comme ça a été oui, utilisé dans beaucoup de guerres ou bien ça exact. peut être utilisé pour dénoncer des scandales. Ouais. Tu vois, la réponse à cette question, elle est compliquée. Elle est compliquée, ça dépend du contexte historique, ça dépend qu'est-ce qu'on en a fait. Tu vois, ça dépend qu'est-ce qu'on en a fait. Et là, on n'a pas encore fait grand-chose avec, tu vois. Donc, Ouais. ça dépend surtout de qu'est-ce qu'on va en faire. La question de Deki, elle est un petit peu plus complexe parce que ça me demande de faire intervenir mon opinion et ce qu'on appelle des conjectures, c'est-à-dire des choses dont on pense que c'est vrai, mais personne n'a jamais démontré ça. On pense effectivement que les modèles comme ChatGPT sont plus puissants parce qu'ils sont faits pour être généralistes. Si on essaye d'intégrer la manipulation des images, c'est-à-dire, tu vois, genre, essayer de faire un modèle DALL-E, ChatGPT, Midjourney, qui serait capable de prendre une image pour que tu lui fasses, tu dis, au fait, j'ai vu un truc qui ressemblait à ça, tu lui mets une image. Là, il faut qu'il comprenne le texte, mais il faut qu'il comprenne les images. Et j'ai vu ça se produire, et puis tu mets une vidéo. Enfin, tu vois, il y a des objets comme ça. En fait, on se dit que si on force un modèle à interagir avec autant d'objets divers et variés que ceux qu'on rencontre dans notre vie quotidienne, il sera obligé de comprendre tout ce qu'on a compris au cours de notre vie pour pouvoir nous interagir avec ces objets. Du style, quand le truc est dans un emballage qui est ouvert, mange pas parce que si ça se trouve, c'est périmé. Si il faut toujours traverser la route avant de regarder parce qu'il y a une voiture qui peut arriver de ça. C'est ce qu'on se dit. Maintenant, on va dire, pour vulgariser un peu, plus tu es généraliste, plus tu t'attaques à un grand nombre de choses, plus l'incertitude qu'on devrait avoir sur tes réponses devrait être grande. C'est un peu, c'est vraiment un théorème qui décrit ça, qui dit, on peut pas tout savoir. Tu vois, on peut pas avoir raison tout le temps, 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 tout le temps. Tu vois, tout le monde est obligé de te tromper lorsque tu raisonnes dans l'incertitude. Il faut bien comprendre que le ChatGPT, en fait. Pourquoi ChatGPT a l'air à ce point plus puissant que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent? C'est parce qu'il est capable d'interagir avec toi dans l'incertitude. Tu vois bien que tous les programmes avant ChatGPT plantaient. Si tu envoies Mhm. la mauvaise instruction, ça plante. Fatal error down. Alors que ChatGPT, tu peux lui dire, mais non, mais t'as fait une erreur. Je t'ai pas demandé ça, tu m'as répondu ça. En fait, je voulais tel lien et puis je voulais. Tu vois, et il est capable de se corriger.
Et ça, on n'avait jamais vu ça, en fait. On n'avait jamais vu C'est vrai. un programme à qui tu donnes des instructions partielles et il est capable de sentir ce que tu veux. C'est-à-dire que, d'un point de vue mathématique, il n'y a aucune raison pour laquelle, il n'y a aucune raison qui fasse que la réponse qu'il t'a donnée à une question imprécise soit la bonne réponse. Ta question est imprécise. Il y a plusieurs réponses possibles. Mais pourtant, c'est bien la réponse que tu attendais. Donc, il a bien géré l'incertitude. Et c'est ça qui fait que le modèle, il nous impressionne. Maintenant, comme dès qu'il demande, il peut peut-être faire des erreurs parce qu'on ne peut pas tout savoir. En fait, disons qu'on peut toujours raisonnablement savoir un certain nombre de choses. Eh bien, si tu veux que le modèle soit très spécialisé pour détecter des cellules cancéreuses, peut-être qu'il n'y a pas besoin de savoir si la personne a mangé des Kellogg's ou des miel pops. Et la personne n'a peut-être pas besoin de savoir si c'est Nutella ou une patate tartine bio. En fait, tu as besoin peut-être juste de savoir analyser très très bien des imageries de scanners, de PET scan, d'IRM, des choses comme ça. Donc, du point de vue du chercheur, enfin du point de vue du docteur, ce sera beaucoup plus intéressant d'avoir une IA spécialisée. Du point de vue du grand public qui a besoin que l'intelligence artificielle lui génère un résumé du film Inception pour savoir s'il va le regarder avec sa copine ou pas ce soir, il va préférer que ce soit généraliste. Même un politicien préférerait que, ou un politicien, je veux dire même un ministre, tu vois, quelqu'un en fonction, il a besoin d'avoir des Mhm. informations sur des sujets extrêmement variés, il va préférer une IA généraliste. Ouais, Le je vois, ouais. danger, il n'est pas tellement dans la puissance. Le danger, il est plutôt de. Il faut quand même comprendre qu'on ne peut pas avoir toujours raison. C'est pas possible. Même toi, moi, ChatGPT, personne ne peut avoir raison à tous les coups s'il raisonne en incertitude. Moi, maintenant, j'ai une question, puis on a quand même fait une bonne heure. Mhm. Euh, dans cette partie-là, je voudrais que... Puis, c'est un domaine que j'entends. J'ai pas vraiment d'expérience dessus, mais tout le monde dit que c'est un peu le futur de l'informatique, un peu le futur même de l'humanité, et que ça nous permettrait d'avoir certaines réponses. J'aimerais un peu t'entendre sur ce- sur ce que tu penses en fait, du domaine quantique, en fait, des mathématiques quantiques, de la physique quantique même. Qu'est-ce Ah, que tu en penses alors, par rapport à ça? c'est compliqué. Est-ce que est-ce que c'est quelque chose qui pourrait, tu penses, être intégré aux intelligences artificielles? Puis, est-ce que ça serait même le prochain déclic? Parce que pour moi, en vrai, l'intelligence artificielle, c'est vraiment une révolution, hein. Tout ce que ça Alors, emmène actuellement. c'est deux choses complètement différentes en fait. Mais je vais essayer d'expliquer. L'intérêt de la physique quantique là-dedans, donc surtout du calcul quantique, c'est que c'est une autre manière de calculer. C'est Ouais. juste une autre manière de calculer. Euh, je vais le résumer avec le problème emblématique, c'est, alors là, je connais pas ton mot de passe. Il faut que je pirate ton ordinateur. Est-ce que je peux véritablement faire mieux que essayer toutes les combinaisons possibles de mots de passe? Eh bien, il y a enfin, c'est même pas un théorème, c'est en fait, il y a une question qui vaut littéralement 1 million de dollars si tu envoies ta démonstration à l'institut qui gère cette compétition. En fait, on pense que ce n'est pas possible de faire mieux. C'est-à-dire que la seule façon de connaître ton mot de passe, de le deviner, c'est d'essayer toutes les combinaisons. Bon. Ce qui fait que les systèmes de chiffrement que ton mot de passe il marche, c'est que j'ai pas la puissance de calcul nécessaire pour essayer toutes les combinaisons en fait. Et l'informatique quantique, c'est littéralement en fait le truc qui permet ça. Dans l'informatique classique, si tu veux, il faudrait que j'entre un mot de passe et que j'appuie sur entrée et que ça me dise oui ou non. L'informatique classique, si je veux essayer toutes les combinaisons, il faut que j'essaye, et puis ensuite que je réessaye, et puis ensuite que je réessaye jusqu'à ce que je tombe sur le bon. L'informatique quantique permet, par des formules un peu compliquées, par une formalisation un peu compliquée, d'essayer tout en même temps. Tu vois? Tu vas pas voir au moment où il va essayer, mais ce que tu peux demander à l'informatique quantique quelque part, c'est, j'ai pas besoin de déchiffrer ce mot de passe, ce que tu dois faire, c'est tester les combinaisons. Il va tester toutes les combinaisons en même temps. Quelque part, tu peux même pas forcément lui demander exactement soit le bon de passe, tu peux lui demander le bon de passe, mais ce qu'il va te dire, c'est à la fin, j'ai trouvé ou j'ai pas trouvé. Ce que tu sais, c'est qu'il a essayé tout en parallèle et que si un a dit oui, il va te dire oui. Et c'est le truc qu'il a essayé en parallèle. Et ça permet de faire des statistiques parce que du coup, tu peux avoir la réponse en moyenne, mais tu dis, bah, essaye toutes les combinaisons possibles, envoie-moi la moyenne. Et puis voilà, Mhm, on est bon. Donc là, ça peut mhm, apporter la révolution.
Ce qui va pas apporter la révolution à la film ou comme dans le film Terminator, c'est que les Hmm. ordinateurs quantiques, c'est pas du tout les mêmes la même temporalité, la même réactivité. Toi, tu appuies, on clique, ça enregistre, machin. L'ordinateur quantique, il sait pas faire ça. Il est extrêmement lent. Peut-être pour charger une vidéo, il va peut-être prendre 1 an, 10 ans, j'en sais rien. Mais si tu lui demandes simplement optimise-moi la réponse en moyenne. Quand tu retires ce mot d'une phrase, j'ai une phrase à trous, je veux qu'en moyenne, le mot que le mot que tu génères, ce soit le mot le plus probable. Eh ben ça, il peut nous le faire en 1 seconde, tu vois. Donc Mhm. tu vas pas demander les mêmes choses à un ordinateur quantique, mais ça peut donner un véritable avantage. Par contre, c'est pas du tout ça qui sera, ça, ce serait une révolution de calcul scientifique. Ce sera pas du tout ça la révolution de l'intelligence artificielle. La révolution de l'intelligence Pourquoi, si je peux artificielle, me permettre, si je peux me permettre de te couper, pourquoi? Parce que tout ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était vraiment ça. C'est l'ordinateur, il fait plusieurs, enfin l'ordinateur, l'algorithme fait plusieurs calculs pour générer, comme tu as dit, un oui ou un non, donc une information. Et ce que tu viens de dire là, c'est que dans le calcul quantique, ben, tu fais une multitude d'essais pour justement trouver la bonne solution. Pourquoi ça serait pas à ce moment-là la bonne révolution pour l'intelligence artificielle? alors, c'est un peu, c'est vrai que c'est un peu une mauvaise réponse que j'ai donnée, mais si tu veux, moi, ce que j'en pense, c'est que ce sera beaucoup plus utilisé pour, par exemple, construire des ailes d'avion avec une forme optimale, construire des pales d'éoliennes avec une forme optimale. Ça peut faire des calculs très très compliqués, très très complexes et très très précis en même temps. Donc, on pourra avoir justement des intelligences artificielles qui seront plus précises. Par contre, ce sera sur un sujet donné. Le D'accord. problème de l'intelligence artificielle, c'est cette intelligence en fait. C'est ce qu'on appelle l'intelligence. Et là, il faut bien comprendre que l'intelligence qu'on se dit que toi et moi on a, le fait qu'on sache que 2 plus 2 ça fait 4, le fait qu'on sache que si on, regarde, on traverse la rue sans regarder, on risque de se faire écraser, il faut bien Mhm. comprendre que c'est une intelligence qui est collective. Et le vrai défi de l'humanité vis-à-vis de l'intelligence artificielle, c'est de comprendre que c'est quoi cette intelligence et quelle valeur elle a. Tu vois, le truc, c'est, je vais le prendre comme ça. Si je reviens dans l'histoire et que je retire Einstein, qu'est-ce que l'histoire serait devenue? Et là, tu vois l'intelligence d'Einstein, tu visualises ce que c'est, même si tu sais pas exactement, tu l'as jamais connu, tu visualises, oh, le gars était intelligent. Et si on l'avait pas, eh ben, on serait des siècles en arrière, tu vois. On n'aurait pas compris. Tu sais, c'est bête, mais on n'aurait pas développé la bombe atomique, mais peut-être que du coup, la Seconde Guerre mondiale aurait eu une toute autre issue. Peut-être que les frontières entre les pays seraient pas pareilles. Je dis pas que c'est bien, c'est mal. Je dis juste, tu vois l'importance de l'intelligence du gars, tu vois. Alors, c'est pas juste. Et quand tu regardes comment il s'est construit, il te dit, mais je suis pas un génie. J'ai suivi des cours, j'ai eu des professeurs qui eux-mêmes ont eu des professeurs qui, en fait, j'ai été dans un environnement, j'ai été dans une société. Et ça, en fait, il faut que les gens comprennent un tout petit peu mieux, pas les formules, mais ce que c'est qu'un objet statistique, un objet probabiliste, pour comprendre déjà qu'est-ce que les intelligences artificielles manipulent. Et ensuite, il faut que les gens comprennent que l'intelligence, c'est quelque chose de collectif. Tu vois, à l'époque où l'esclavage, c'était bien, euh, on n'avait pas forcément mis autant en avant ne traite pas autrui traite autrui de la façon dont tu voudrais qu'on te traite ou ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Personne n'a envie de finir en esclavage. Mais pourtant, à l'époque, on se disait, c'est pas grave, tant que c'est pas nous les esclaves, tu vois. Notre intelligence collective a évolué vers un consensus plus universel de se dire, je vais pas faire ça à mon voisin, parce que le jour où mon voisin a la force nécessaire pour me le faire, j'aimerais qu'il ne me le fasse pas. Ça, c'est un élément d'intelligence collective. C'est collectivement, on s'est rendu compte que c'était mieux. Et l'intelligence artificielle qu'on est en train de construire dans les... Il faut bien comprendre, tu vois, ChatGPT, il a lu Wikipédia, il a lu des forums sur Internet, il a synthétisé notre intelligence collective dans un seul modèle à qui tu peux poser des questions. C'est entre guillemets comme si c'était la personne sur Terre qui a parlé avec le plus d'autres personnes Le sur monde. Terre et qui donc Ok. connaît un maximum de monde. Il te connaît pas en particulier toi, mais il connaît un maximum de monde. Donc il sait c'est quoi l'intelligence collective. Individuellement, il y a toujours un spécialiste qui sait plus que ChatGPT, mais ce qui compte, c'est qu'on a réussi à synthétiser la connaissance de l'humanité, un maximum de connaissances dans un seul modèle, Outil. et il faut bien comprendre que du coup, c'est nous qui enrichissons ce modèle.
bien comprendre que les GAFAM n'ont pas la puissance nécessaire pour enrichir ces modèles. Ils ne les enrichissent qu'à partir des données qu'on produit. Et les données qu'on produit, au-delà du fait que ce sont des clics qui peuvent générer $1, c'est aussi un reflet de nous-mêmes, de notre personnalité, de nos croyances, de nos convictions et des biais qu'on a de toute la journée de est-ce que j'ai envie de jeter mon truc dans la poubelle ou est-ce que je m'en fiche, je jette par la fenêtre. C'est un reflet de tout ça. Et c'est ça qui est en jeu. Est-ce que tu penses que plus on va avancer dans le temps, Ouais. plus la définition d'intelligence va changer? Parce que c'est vrai qu'actuellement, c'est une définition qui est plutôt, on va dire, quantifiable. C'est-à-dire que l'intelligence, c'est la capacité à connaître des choses, la capacité à aller dans les, on va dire, les layers, bon, en français, les couches en Mhm. fait qui sont de plus en plus profondes. C'est toujours, en fait, l'intelligence est toujours liée à cet aspect de quantification. Mais je trouvais que la question d'Arley était assez intéressante parce que la quantique, comme tu disais, elle utilise une autre façon de voir les choses, une autre façon d'interpréter la réalité ou d'interpréter des phénomènes physiques ou des phénomènes mathématiques. Est-ce que plus on va avancer, et moi j'ai cette impression que l'intelligence en fait, artificielle actuelle favorise cette définition d'intelligence, c'est-à-dire lorsqu'on parle de quelqu'un d'intelligent, ben, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses, c'est quelqu'un qui connaît un domaine et dans ce domaine, il connaît beaucoup de choses. Mais est-ce que plus on va avancer et plus cette définition va changer, puisqu'on s'aperçoit aussi que finalement, quelqu'un qui connaît beaucoup de choses dans un domaine peut faire d'énormes erreurs aussi. Et est-ce que, tu vois, est-ce que l'intelligence, c'est, c'est pas seulement synonyme de bon, c'est aussi synonyme parfois de mauvais, voire d'erreur. Est-ce que cette définition va changer avec le temps? euh, plus on va avancer, plus on va comprendre ces différents domaines-là. Alors, il se trouve que pour répondre à cette question, je vais quand même bien dire que c'est par rapport à des réflexions enfin, pas très personnelles, si tu veux. C'est un peu, c'est pas l'objet de mon travail de tous les jours. C'est plutôt l'objet de ma rigueur de tous les jours et qui fait que je me pose beaucoup cette question. J'ai essayé de définir. Tu connais ton gars? J'ai écrit la définition sur ma fenêtre il y a quelques mois. Au fait, tout ça, j'écris des fois des formules comme ça. J'ai écrit mon truc. En fait, l'intelligence, comme tu dis, ce n'est pas bon ou mauvais. Je vais te dire plutôt, en fait, l'intelligence, c'est la capacité à prendre une décision optimale en fonction des données que tu as sur un problème. Et c'est bien important de spécifier en fonction des données que tu as d'un problème. Je dis quelque chose. Il est la fin du mois, j'ai plus d'argent, je peux plus acheter les trucs que j'aime pour me nourrir, je suis obligé d'acheter des trucs un peu basiques qui sont pas très bons. Bon. J'aimerais améliorer mon quotidien. J'ai deux solutions. Je fais des études pour obtenir un travail qui sera bien payé, qui m'insérera bien dans la société et qui me donnera une situation confortable. L'autre solution, c'est je vais acheter un fusil pour braquer une banque. Tu vois? Bon. Normalement, si tu as ton enfant, tu lui demandes, tu lui apprends ce qui est bon ou pas bon, tu lui dis, mais c'est pas bien de braquer une banque, tu vois. Bon, tu vas commencer par lui dire, mais c'est pas bien. Il va te dire, mais oui, mais en même temps j'ai faim, nanani, nanana. Oui, mais en même temps, même si on va retirer le côté, on va dire valeur personnelle, valeur de cœur, tu vois. Oui, mais en fait, tu prends des risques. Si la police t'attrape, tu finis en prison, tu vois. Elle te dit, ah ouais, effectivement, c'est bête d'aller faire ça parce que je risque de blesser des gens et que même si mon intention c'est pas de blesser des gens mais juste voler, ben, je risque ensuite les conséquences de la justice. Donc c'est stupide. Donc c'est mieux de faire des études. Ben oui, mais si j'ai un cancer en phase terminale et que je vais mourir dans 3 jours, j'aurai jamais le temps de faire mes études. J'aurai jamais le temps de faire. Et l'argument comme quoi je vais me faire tenir par la police et que j'aurai des répercussions devient obsolète. Il devient insignifiant. Donc tu vois, à la limite, si tu as un cancer
et que tu vas mourir dans 3 jours, les décisions intelligentes deviennent différentes. Tu vois? C'est pas les mêmes contraintes qu'il y a par rapport à toi. Et c'est là où je vais introduire ma définition de l'intelligence. C'est vraiment la capacité à prendre une décision optimale en fonction de ce qu'on sait d'un problème. Et l'intelligence, elle vient justement du fait que tu es capable d'accumuler des informations sur un problème. C'est assez facile de tirer la solution optimale si tu as fait un peu de mathématiques. Mais acquérir les informations nécessaires pour résoudre un problème correctement, c'est ça l'intelligence. Le fait que, par exemple, on se croit supérieurement intelligent à des animaux, c'est parce qu'effectivement, ils ont peut-être pas conscience que si tu planifies sur le long terme et en société, tu commences à avoir les moyens nécessaires peut-être d'extraire certains minerais du sol, de faire un ordinateur, de programmer des choses, de en même temps faire des voitures, de faire ceci qui fait que je vais pouvoir construire des hôpitaux, soigner des gens et améliorer la longévité et donc diminuer le taux de mortalité chez les gens. Et ça, si je veux maximiser ma survie, c'est intelligent. En même temps, les animaux sont pas si intelligents que ça, mais même si leur espérance de vie est plus courte, ils niquent pas le climat en essayant de survivre. Et donc nous, en essayant d'augmenter notre espérance de vie maintenant, eh ben en fait, on est en train de diminuer l'espérance de vie des générations futures. La notion de ce qui est intelligent ou qui ne l'est pas dépend du contexte, dépend de ce que tu veux accomplir et dépend de quelle information tu es capable de percevoir. Par exemple, un chien, tu sais, il voit flou. Donc, en même temps, s'il voit pas un tube qui est au loin, c'est normal. Il voit flou, il n'a pas cette information. Donc, il se contente de sentir les odeurs. Tu vois, c'est vraiment ça l'intelligence et ta capacité à sentir ton environnement, à comprendre qu'est-ce qui influe sur toi et donc, du coup, ensuite, à adapter ton comportement pour que tu puisses atteindre ton objectif. Si ton, et je n'ai pas dit si l'objectif il était bon ou mauvais. Tu sais, si tu veux faire la guerre, c'est peut-être pas Mais, si bon que ça, mais tu peux être ouais. intelligent dans ça. Mais est-ce que le fait de, tu sais, on a parlé des biais, on a parlé des données, donc c'est quand même des nombres qui vont vers l'infini, hein, puisque Ouais, lorsqu'on parle de toutes ces choses, il y a pas un nombre qui est arrêté. Euh, non. est-ce que, est-ce que le fait de d'être constamment dans cette recherche de données et d'informations sur un sujet ou sur des sujets connexes, est-ce que c'est pas un peu une illusion de se dire que il y a une fin, il y a une ligne d'arrivée, il y a une fin, et que finalement il faut qu'on il faut qu'on aille le plus vite que possible vers cette ligne d'arrivée là. Est-ce que c'est pas un peu une illusion de voir la réalité enfin, de cette façon? Écoute, je pense très sincèrement que c'est une erreur. Je pense pas qu'il y a de fin, de finalité de fin. Et je pense que même si il y a une fin, c'est comme si un niveau de fin à ce qu'on aurait pu accomplir avec ces outils, on n'a aucune idée de ce qu'est la fin. Et on est à des années-lumière, enfin, on n'est même pas dans la bonne direction, en fait, tu vois. C'est-à-dire que, effectivement, de tout ce que je connais, de tout ce que je peux dire, déjà, je pense qu'il n'y aura pas de fin. Et je pense que s'il y a une fin, on n'est même pas capable de l'entrevoir, ce qui veut dire que la notion de fin n'a pas de sens pour nous, tu vois. Moi, tu vois, on me demande par exemple des fois, est-ce que je crois en Dieu ou est-ce que en fait, je sais pas si je crois en Dieu ou pas. Ce que je pense, c'est que j'en suis pas à un niveau où j'interagis avec lui, tu vois. Donc en fait, ça n'a d'intérêt que pour ma conscience. Mais tu vois, Dieu ne ferme pas ma porte à clé, tu vois. Donc il va pas m'empêcher de sortir chez moi, il va pas empêcher les voleurs de rentrer. C'est mon lien avec Dieu, il n'a pas d'intérêt pour vous, il n'a même pas d'intérêt pour ma vie de tous les jours, si ce n'est que pour ma satisfaction personnelle, tu vois. Donc, la notion de fin avec ce qu'on va pouvoir faire avec l'intelligence artificielle, on n'y est pas. D'abord, il faut se demander déjà là, on est en train d'essayer de détourner les contours de qu'est-ce qu'on peut faire avec. Déjà, ça, c'est une question beaucoup plus importante. Et ça fait une parfaite transition Yes. pour le dernier segment. Euh, d'après toi, d'après toi, comment on pourrait sensibiliser les chercheurs, les praticiens aux différents enjeux, mais aussi à l'éthique, parce que tu l'as bien dit, hein, oui, on travaille le modèle, mais est-ce que justement les GAFAM, entre autres, ou les entreprises qui utilisent des modèles d'intelligence artificielle, ne pourraient pas s'en servir pour manipuler la masse et comment on pourrait prévenir ça, en fait? Alors, D'après toi, J'ai une d'après ton question expertise. connexe. J'ai une question connexe complète, aussi. complète.
qui complète celle d'Harley. Est-ce que tu te considères plus un doomer ou un accélérationniste? Alors, pour vous donner une définition, les doomers, ce sont des personnes qui pensent dans les grandes lignes que l'intelligence artificielle, il faut vraiment faire très attention parce que ça peut amener à quelque chose de négatif pour la Mhm. vie sur Terre, pour les êtres humains. Et les accélérationnistes, ils ont cette tendance à vraiment aller très vite et de se dire que plus on va vite dans le domaine de l'IA et dans son développement, mieux ce sera. Toi, tu te situes dans quel groupe? Alors, je pense qu'on développe les mauvaises IA. C'est la réponse. C'est-à-dire que je pense qu'il faut accélérer le développement de la bonne intelligence artificielle et je pense qu'il faut arrêter de faire des intelligences artificielles qui sont rentables à court terme. Les intelligences artificielles qui sont rentables à court terme, ce sont les choses qui te proposent sur quoi cliquer. C'est-à-dire le feed Netflix, ton fil d'actualité sur n'importe quel réseau social, les publicités et c'est surtout la recommandation de pubs sur Internet. Ça, je pense qu'il faut arrêter. Je pense vraiment parce que c'est drivé par des intérêts financiers à court terme. C'est-à-dire, je suis investisseur, c'est toi et moi, on est là, oh les gars, on n'a pas assez pour s'acheter une voiture. Comment est-ce qu'on fait? Ah ben l'action de machin. Quelle est l'action dans l'intelligence artificielle qui monte le plus? Ah ben c'est peut-être Facebook parce que du coup eux ils génèrent plus de revenus. Ah oui, mais en même temps ils génèrent plus de revenus parce qu'ils exploitent nos biais pour faire en sorte qu'on reste collé derrière un écran, on fait rien de nos journées, tu vois. Donc c'est ça, je pense qu'il faut arrêter. Je pense par contre qu'il faut accélérer le développement de l'intelligence artificielle de manière générale parce que ça évite d'être con en fait. C'est-à-dire qu'en fait, en développant l'intelligence artificielle, je sais pas si tu as vu, je t'ai pas tellement parlé d'applications qui génèrent des revenus. J'ai plus dit, mais attends, en fait, l'intelligence, c'est pas compliqué, hein. C'est des idées simples. Je donne des cahiers à trous pour que le modèle il apprenne à écrire, et puis ensuite je lui apprends c'est quoi du sens, et ensuite j'essaye d'optimiser ses réponses par rapport au public qu'il va avoir. Donc ça, tu vois, en fait, on en arrive à ça parce qu'en essayant de faire quelque chose qui a l'air d'être intelligent, on se pose des bonnes questions sur nous. Mais en fait, qu'est-ce qui fait que moi, je suis intelligent? Est-ce que je ne suis pas bête? Est-ce que j'ai plus de connaissances qu'autrui? Ça, je pense que c'est quelque chose qui, indépendamment de toutes les applications, de tous les logiciels que ça peut développer, je pense que c'est déjà salvateur pour l'homme, en fait, pour l'humanité. Déjà, de comprendre on s'est toujours targué d'être au-dessus des animaux parce qu'on était capable, parce qu'on avait des pouces opposables et puis parce qu'on était capable de réfléchir et faire du feu, eh bien, ce serait peut-être un petit peu bien qu'on arrive à quantifier à quel point cette intelligence, ce truc qu'on appelle intelligence, à quel point ça nous donne une place privilégiée dans le règne du vivant. Et peut-être ça nous amènera un petit peu plus à respecter ce qu'on appelle l'intelligence et surtout, et ça c'est mon combat, mon cheval de Troie, à surtout expliquer aux gens que l'état normal d'un être humain, c'est d'être bête. Pourquoi? Parce qu'on est presque intelligent. Et être presque intelligent, c'est bien pire que de savoir qu'on est stupide, tu vois. Penser qu'on est intelligent alors qu'on est presque intelligent, tu vois, ça donne de l'ego, ça fait qu'on va à fond dans nos convictions qui peuvent être fausses. Et c'est ça qui fait que nous, on est dangereux en tant qu'être humain, tu vois. Et c'est pour ça qu'on fait très attention au biais dans les IA. On dit, bah, si elle est dans le faux et puis qu'elle nous emmène dans la mauvaise direction, on veut pas ça, on veut détecter. Et est-ce qu'on le fait véritablement avec nous, tu vois? Ça, Je je comprends. pense que c'est très important. Ensuite, on a une arme avec nous. C'est-à-dire que l'arme qui est contre nous, c'est que ce sont les GAFAM qui tiennent un petit peu les rênes de cette recherche-là, parce qu'en fait, c'est eux qui ont la puissance de calcul et ceux qui ont ça. Le problème que ces gens-là ont, c'est que les scientifiques sont des gens qui sont relativement durs à acheter. Alors, ils sont achetables. Tout le monde est achetable. Mais là, je parle d'expérience. Les scientifiques qui ont le niveau pour faire l'intelligence artificielle marcher, sont souvent beaucoup moins corrompus que ce qu'on pense en fait. Ce sont des gens qui ont souvent des intentions très nobles. Après, c'est pas eux qui vendent les produits. Nous, on fait les formules, on fait des programmes qui peuvent faire des choses. La question, c'est qu'est-ce que vous voulez en faire? Et est-ce que vous saisissez véritablement de ces outils-là? Est-ce que vous téléchargez ChatGPT ou vous utilisez la page? Et est-ce que vous vous souciez de l'impact que ça peut avoir?
C'est un vrai combat. C'est un vrai combat parce que pour l'instant, comme c'est des entreprises privées qui ont beaucoup d'avantages là-dessus, tu sais pas ce qu'ils font avec, tu sais pas c'est quoi Mhm. leurs intérêts qui sont véritables. Moi, je pense que l'intelligence artificielle, ça devrait être quelque chose de public. Alors, pour l'instant, on essaie de favoriser ce qu'on appelle open source, c'est-à-dire accessible. Mais je pense que ça devrait être quelque chose de public et je pense que ce qu'on fait des intelligences artificielles devrait pouvoir être soumis au vote. Parce qu'au final, ces intelligences artificielles-là influent sur nos comportements. Donc, ça va peut-être favoriser des biais chez nous. Donc, on va générer des données biaisées. Donc, ils vont être mis à jour avec des données biaisées et ils vont amplifier notre propre biais. Tu vois, dans l'histoire, il Mais y a eu est-ce beaucoup que, de biais qui ont été négatifs. Et c'est ça le ouais. véritable enjeu. Mais est-ce que, tu sais, ta proposition de vote, je trouve que c'est très intéressant, mais on J'avoue. en revient toujours au problème, au même problème, c'est-à-dire, c'est comment on va l'utiliser en tant qu'être humain et quelle est notre intention derrière l'utilisation de ces outils-là. Et la question du vote est intéressante, mais une question de vote sous un gouvernement démocratique, ouvert, qui est là pour son peuple, oui, mais en fait, en ce moment, on voit bien que la majorité des gouvernements qui sont sur cette planète-là ont des intérêts qui ne sont pas forcément des intérêts, on va dire, sur l'ensemble de la planète au même niveau. C'est des intérêts qui sont plutôt personnels, qui sont plutôt liés à leur pays. Parfois même des intérêts qui sont liés qu'une à une, que seulement qu'une élite au sein de leur pays même, et même pas au sein de leur population. Euh, Est-ce que, parce que c'est quand même un outil qui est très puissant, en tout cas qui a un potentiel d'être très puissant, est-ce que dans l'état actuel du monde dans lequel les choses s'organisent, est-ce qu'un outil, on est prêt pour avoir un outil comme ça au niveau mondial? Alors, je Ah, dirais la non. question. Non, je dirais qu'on n'est pas encore prêt. Enfin, on est, en fait, alors, non. En fait, il y a un argument très simple. On n'est pas encore prêt. Tu sais pourquoi? Parce que quand ChatGPT est sorti, moi, j'étais le cul par terre. Je vous promets. J'ai utilisé ChatGPT la première fois que j'ai entendu ça. Je dis, mais c'est de mon travail que je fais tous les jours, en fait. Même le week-end. Ah, oui, je te savais. Le week-end, je fais ça aussi. Je dis, mais même si tous mes copains, on se mettait notre cerveau dessus, j'étais persuadé qu'on n'aurait pas ça avant une vingtaine d'années. Facilement. Même en comptant l'accélération de l'IA. J'étais sûr et certain que ça n'arriverait pas avant au moins une vingtaine d'années. Donc quand le truc il est arrivé, je dis mais waouh, ça dépasse toutes mes attentes et j'avais du mal à saisir un petit peu étonnant les aboutissants. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a mis ça en accès public pour l'humanité tout entière qui avait accès à un navigateur Chrome. Et là, j'ai vu que les gens n'étaient pas prêts, tu vois. Les gens sont vraiment pas. Par exemple, tu vois, les gens ont donné ça. Les gens n'ont pas allé questionner ChatGPT sur un tas de sujets un petit peu. Parce que tu peux demander à ChatGPT toutes les questions que tu te posais quand tu étais petit, du style pourquoi la Lune a l'air de nous suivre en voiture. Tu peux lui demander ça. Pourquoi Ah ouais. l'océan est salé? Demande Ouais. à ChatGPT pourquoi l'océan est salé. Et il va Pourquoi le ciel t'expliquer. est bleu? Ou aussi, tu Ouais. vois, ce genre de Ouais. truc-là. Et les gens n'ont pas allé faire ça. Les gens, ils ont fait quoi? En tout cas, quand Dali est sorti, ils ont fait des photos, ils ont fait générer des photos en haute définition du pape qui mangeait des spaghettis, de Kanye West qui faisait des trucs bizarres. Mais tu vois, bon, on est couillons, bon, on aime rigoler, tu vois. Mais c'est juste, est-ce que tu te rends compte de la puissance du truc qui est mis à notre disposition et regarde ce qu'on en a fait, tu vois? C'est pour répondre à ta question de est-ce qu'on est prêt ou pas. Ensuite, bon, pour ce qui est de l'organisation géopolitique, tout ça, machin, bon, je suis pas un spécialiste du monde entier, tu vois, je connais quelques pays. Par contre, ce que je peux dire, et qui est un raisonnement très simple et qu'on peut pas mettre en défaut. Imagine que je veuille favoriser une toute petite élite de gens qui me ressemblent à travers les outils d'intelligence artificielle. Forcément, les outils d'intelligence artificielle, j'ai besoin des données de la planète entière pour que ce soit le plus puissant possible. Tu vois? Donc, je peux pas me contenter des données des 10% des gens qui me ressemblent. Tu vois? Et c'est là où tu as un côté démocratique de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'un système de vote, en fait. Tu as juste besoin de dire aux gens, écoutez, ces gens-là veulent faire ça, arrêtez Utilisez-le. d'utiliser les ordis. Non, arrêtez Ouais. d'utiliser les ordis. Arrêtez? Ok. Tu vois? Déjà, si vous faites ça, vous leur mettez un frein, ils n'ont pas assez de données. Ou alors, utilisez vos ordis uniquement de façon éthique.
Parce que si les gens ils arrivent à faire des trucs avec des modèles d'intelligence artificielle, c'est parce qu'on a tous les mêmes biais. On a tous envie de cacher les mêmes vérités obscures qui est au fond de nos cœurs. On a tous envie d'éviter les choses qui nous font honte. On a tous envie de mettre en avant les choses qui nous font paraître mieux que les autres, tu vois. Et ça, c'est toujours pour essayer de mettre la petite communauté de gens qui nous ressemblent au-dessus des autres. Alors que, si tu réfléchis, personne n'a intérêt à développer une intelligence artificielle qui ne met pas tout le monde sur un piédestal. Tu vois? Si tu développes une intelligence artificielle qui est capable de mettre chacun d'entre nous, toi, Dieki, moi, sur un piédestal, tout le monde aurait envie de l'acheter parce que tout le monde a envie d'être sur un piédestal. Alors, tu as deux stratégies. Soit tu mens, et dans ces cas-là, la personne achète un truc, mais qui va pas la mettre sur un piédestal. Mais en même temps, si tu fais ça, ils vont plus l'acheter. Et en même temps, si le truc fonctionne pour tout le monde va l'acheter. Et c'est là où l'intelligence artificielle a ce côté où l'intérêt final, c'est qu'on développe un outil qui soit bien pour chacun d'entre nous. Tu vois, c'est objectivement la solution optimale pour tout le monde. Mais pour tout le monde, c'est pas optimal pour moi. Donc si moi je suis le PDG d'une GAFAM et que j'ai envie de rester au sommet, j'ai intérêt à faire en sorte que ça n'arrive pas. Le problème, c'est que tous les gens qui sont pas dans mon entreprise ont intérêt à faire en sorte que ça arrive. Tu vois? Et c'est là notre force. Là, tu vois, c'est le vrai message que j'aimerais que j'aimerais transmettre dans votre podcast. C'est qu'il faut comprendre que l'intelligence artificielle, c'est un enjeu avant tout global qui implique chacun d'entre nous, ou en tout cas une grande portion de l'humanité, et qu'il faut absolument que ça devienne quelque chose de démocratique pour que ça devienne représentatif de l'humanité. Ça ne veut pas dire qu'on fera quelque chose de bien avec, mais ça veut dire que chacun sera responsable d'un petit bout de ce truc-là, que collectivement, on est responsable et que ça devienne un enjeu de société. Le pire, ce serait que ça reste entre une main de personnes élites. Le mieux qu'on puisse faire, c'est que ce soit représentatif de toute la société. Et si ça tourne mal, ça veut dire que notre société, en fait, elle était mauvaise. Et là, T'es pas j'ai pas prête. de, moi, je ne peux pas te dire, il faut pas raser la société. Je ne peux pas te dire, il faut raser la société. Moi, tout ce que je vois, je veux garder mes copains auprès de moi, tu vois. Et j'ai pas envie de zigouiller les gens qui sont pas comme moi. Mais par contre, je ne sais pas si globalement, est-ce que notre société est bonne. Ce que je sais, c'est que notre société, elle est puissante. Notre société, elle peut faire des choses. Et que là, pour une fois, on a l'occasion de développer des outils que même avec juste des données, je sais pas si tu te rends compte, des données qui traînent sur des disques durs, on est capable de compiler du savoir qu'on n'aurait pas le temps de lire dans des bouquins en posant des questions à des programmes qui sont capables d'un peu mieux comprendre nos attentes. C'est un outil extrêmement puissant qui a besoin de la force du grand nombre et il faut absolument que les gens s'investissent là-dedans pour que ça ne dérape pas. Il y avait ce côté avec la bombe nucléaire où, en fait, il n'y avait pas besoin que tout le monde soit impliqué. C'est-à-dire que même les gars qui sont en train de construire la bombe, ils se disent, mais en fait, frère, le truc est tellement puissant qu'on ne sera jamais à l'abri, en fait. Tu vois? Mhm. Alors que là, on est dans une situation où c'est les GAFAM qui ont un peu la main dessus. Elles sont coincées parce qu'elles ont besoin qu'on achète leurs produits, même s'ils sont gratuits, tu vois, qu'on passe du temps dessus pour qu'on continue à les utiliser. Donc, il faut qu'ils nous fassent plaisir. Mais du coup, il faut qu'on comprenne bien c'est quoi nos biais pour que nous, on ne tombe pas sur la satisfaction de nos plaisirs à court terme. Faut qu'on se recentre un petit peu sur qu'est-ce qu'on veut pour le futur de l'humanité. On a des outils qui sont assez puissants pour qu'on puisse façonner notre futur de façon fiable. Il faut qu'on les utilise. Super, Super. super. Ben, Bon, ben, je les pense que gars, c'était le ouais, verdict, hein. c'était le mot de la fin. On a fait quand même une belle heure et demie. Je pense que c'est le plus long podcast qu'on a fait. Si tu veux, je peux Je te sais pas. raconter une petite histoire un peu plus personnelle qui va te faire un Vas-y, petit mot de la fin, qui serait un petit peu, tu sais, l'anecdote que vas-y, les gens vas-y, pourront vas-y. raconter, ouais. Je vais te raconter un petit peu ce que j'ai fait dans ma thèse. Parce que c'est, tu vois, genre, tu vois DALL-E et Midjourney, les trucs qui génèrent des images. Eh Mhm. ben en fait, ça, alors c'est des modèles qui sont, ce qui se passait dans ma thèse, c'est plus les mêmes modèles qui sont utilisés, mais il se trouve que les trucs qui généraient des images à l'époque, c'est ce qu'on appelait les Generative Adversarial Network, les GAN, les réseaux de neurones antagonistes. Ça marchait très bien pour l'image, et ça ne marchait pas du tout pour le son. Et je me suis posé la question, mais pourquoi? Parce que moi, on me fait pas ce genre de coup là sur le son. Si le truc marche pas sur le son, je fais marcher sur le son. Il n'y a rien qui peut te résister. Bon. Donc, comment ça marchait les GAN? C'était un truc qui était très mal.
C'est moi, je suis un faussaire. Je génère des faux sons. Et toi, Ok. Harley, tu es un policier qui est là pour traquer les gens qui font des faux sons. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Toi, ton job, c'est d'essayer de différencier les vrais sons des faux sons. Et comme ça, tu vas réussir à dire aux gens, non, lui, c'est une fraude, il a généré un mauvais truc. Sauf que moi, je vais jouer un jeu. Je vais pas jouer au jeu d'imiter les vrais sons. Je vais jouer au jeu qui consiste à faire en sorte que tu te trompes. Tu vois Ok. ça? Ouais, Du ouais. coup, moi, je vois jamais les données. C'est que toi qui les vois. Mais moi, simplement parce que je vais essayer de faire en sorte que tu te trompes, la seule façon que je puisse me tromper, c'est que je fasse des trucs qui ressemblent au vrai son. Tu vois? Mhm. Donc, on fait ça, et c'est comme ça que les trucs d'image, ils marchent. Hein. Donc, on fait ça et ça génère des superbes images. Mais par contre, ça génère des sons qui sont tout pourris. C'est Je dis, bizarre. mais pourquoi ça ne marche pas? Je dis, oh, c'est la seule façon, tu vois? Et en fait, j'ai réfléchi, je me dis, mais attends, mais les gens, ils font comme ça, mais quand je dis je fais le son, c'est je génère la forme d'onde, tu vois, je génère le graphique là du MP3. Et je regarde est-ce que c'est bien ou pas. Et mon modèle, en fait, moi j'ai un programme qui génère, donc c'est moi, c'est mon programme qui génère. Et le programme, j'ai un programme Harley qui est un programme qui doit différencier le vrai du faux. Et je dis, mais en fait, mais si j'avais demandé à Harley de faire ça, il aurait jamais regardé la forme d'onde du fichier MP3. Qu'est-ce qu'il aurait fait, Harley? Il aurait écouté le son, tu vois? Parce que quand j'envoie la forme d'onde du fichier MP3, c'est comme si je dis à Harley, Harley, regarde cette forme d'onde et dis-moi si c'est un bon son. Mais ça Ouais. marche pas. Parce que Non. personne n'écoute la musique avec ses yeux. Tout le monde écoute la musique avec ses oreilles. Et tout ce que j'ai fait, c'est que tu vois mon programme Harley qui prend un signal comme ça et qui dit est-ce que c'est vrai ou faux. J'ai dit, mais Harley, tu sais ce que je vais te faire? Juste à l'entrée de ton programme là, je vais implémenter une oreille artificielle. Et c'est ça la contribution de ma thèse. C'est que comme j'ai implémenté une oreille artificielle, et ben les programmes qui essayaient de faire la différence entre le vrai et le faux, ils écoutaient plus la musique avec leurs yeux. Ils écoutaient la musique avec une oreille artificielle. Et ça changeait, le terme technique, la géométrie de mon problème, et qui fait que lorsque j'ai implémenté cette oreille-là et que j'ai relancé le programme, paf, le type faisait des sons qui étaient parfaits. Mais parfaits, ça, c'était indifférenciable. Tellement que j'étais chez Sony, on a utilisé les travaux que j'ai faits pour un partenariat commercial, pour faire des pubs. Mais, Et ça a tu, fonctionné? C'est toujours en vigueur? alors on a amélioré les trucs, maintenant tu as d'autres Oui, c'est modèles un peu sûr. plus, enfin, si tu veux, là je Mais me suis c'était les basé sur balbutiements à l'époque. ah, mais c'était très clairement les C'était. balbutiements. C'était, il y Ah ouais. avait plein de papiers qui étaient pas encore publiés là-dessus. Enfin, ouais, là, pour le coup, j'ai inventé un truc au moment où ça n'existait pas, tu vois. Ça, c'est véritablement le truc qui fait que je continue là-dedans. C'est véritablement excitant de se dire, oh, j'ai la première voiture, j'ai la première fusée, j'ai le premier truc qui génère du son. Tu vois. Mais tu vois comment C'est vrai, l'idée, c'est elle est vrai. bête. Tu vois comment l'idée, elle Oui, est oui. bête. C'était juste de se rendre compte, mais Mais personne n'écoute la musique avec ses écoute, yeux. c'est ça, c'est vrai. Parce que Tout le nous, monde écoute. effectivement, Oui, sur un ordinateur, c'est le seul moyen de voir en fait le son en MP3 avec sa courbe, mais effectivement, on n'écoute pas on regarde pas le son, on l'écoute. exactement. Et tu vois, ça, c'est juste pour te montrer que, en fait, des fois, les idées qui font que la belle idée mathématique qui est bien sur le papier ne marche pas du tout en pratique, c'est parce qu'il y a un tout petit truc stupide auquel on n'a pas pensé. Et ce qui fait changer la donne, c'est un détail comme ça qui fait que on n'écoute pas la musique avec ses yeux, frère. On écoute la musique avec ses oreilles. L'oreille, faut pas que ça comme ça. Regarde comment l'oreille fonctionne. Fais comme l'oreille. Et tu vois, Yes, c'est bien. c'est ce genre. Et en fait, pourquoi je te dis ça? Pourquoi je trouve que c'est une anecdote à garder? C'est parce que tu vois bien que si je t'avais expliqué mon travail avant ma contribution de fond en comble, si ça se trouve, on aurait été là au toute bouteille de rhum et puis te dire, eh, mais de toutes les façons, Stéphane, qu'à gardé son. Mais que jamais arrivé faire rien. Et ça, tu vois, c'est ça l'intelligence collective. C'est que c'est pas seulement là qu'à imaginer comme mec à raconter. C'est jamais imagine vous raconter l'histoire. Et jamais imagine, mais les gars vont me dire que je suis couillon pour ça, en fait. Ils vont me dire, mais C'était- c'est débile. Et c'est comme ça, elle me dit, ah, mais c'est ça qui est collectif. C'est ça, tu vois, qui fait qu'on arrive à faire fonctionner le machin. C'est pour ça qu'il faut que, c'est pour ça que je vous donne cette anecdote-là, véritablement comme détail, parce que n'importe qui aurait pensé à ça, il aurait transformé mon travail qui fonctionne pas en un travail qui fonctionne. Et il n'y a rien besoin de plus. Ah, C'est non, non, accessible, tu c'est vois, sûr, c'est c'est sûr. vraiment accessible.
C'est sûr, c'est sûr. Et le pire, c'est que comme tu dis, effectivement, le diable se cache dans les détails. Et c'est vraiment les détails. En tout cas, Ok. ben, un gros merci, hein. Un gros merci, Stéphane, de nous avoir accordé ton temps. En plus, le 24 décembre. Donc, waouh, c'est... Ah ouais, il y a ma Moi, maman qui doit me j'ai aimé. demander pourquoi je suis en retard là. Moi aussi, la famille me demande déjà pourquoi je suis en retard. J'imagine que toi aussi, Deki. Mais en tout cas, je regrette pas. On a passé un très bon moment. 1h40 quand même. Ouais, Mais franchement, c'est. beaucoup de détails. Puis, on a bien discuté. Je sais pas comment t'as trouvé, Deki, un peu la rencontre d'aujourd'hui. Et surtout toi aussi, Stéphane, comment t'as trouvé le podcast d'aujourd'hui? Eh ben Ça, écoute, vas-y. moi c'est toujours un plaisir d'essayer de transmettre les connaissances que j'ai acquises, parce que tu sais déjà, bon, moi je regarde des trucs compliqués. Je ne le fais que dans un seul but, c'est de vous le réexpliquer avec des mots simples. Et tu vois, j'ai dû emmagasiner un paquet de connaissances différentes et on pourrait passer des journées entières à parler du sujet, mais c'est extrêmement bénéfique que des gars comme vous, qui avez un public et qui connaissez un peu le public de votre podcast, sachent me poser les bonnes questions pour que je l'explique avec des mots suffisamment simples pour que les gens comprennent qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec et est-ce qu'ils peuvent avoir une influence dans toute cette équation. Ça, c'est extrêmement important. Il faut absolument développer ça. Super. Merci, Stéphane. Et Super. toi, Deki? Merci beaucoup. Ben moi, ben, je connais Stéphane depuis très longtemps, donc moi je connais la dimension de son esprit, enfin quelques parties, puisque Stéphane c'est quelqu'un qui va très loin et qui pousse le sujet toujours plus loin. Donc moi c'est toujours un plaisir de l'inviter. Est-ce que ça te dirait qu'on fasse un autre podcast, peut-être un peu sur le Ouais. sujet Ouais. Connect, si ça te Oui, dit, En Stéphane? ça 2024? ça m'intéresse beaucoup. Je pourrais, si tu veux, je pourrais par exemple te faire une petite compilation d'applications en intelligence artificielle qui commencent à être nombreuses et qui sont pas connues et qui sont pour un scientifique beaucoup plus spectaculaires que juste un chat GPT, tu vois. On pourrait faire un Euh, top à Ben, ce moment-là. On ça pourrait ça peut faire être un une et bonne top. idée. exact. Et puis aussi, en fait, pourquoi je parle de ces applications-là? Parce que tu m'as demandé est-ce que je suis plutôt un doomer ou un accélérationniste. Ouais. Quand je dis je pense qu'il faut faire de la bonne intelligence artificielle, je pense à beaucoup de choses, et notamment comment développer une intelligence artificielle qui est juste une compilation de savoir, comment aider des pays en développement qui n'ont pas du tout les coutumes qu'on a, les problèmes, surtout les problématiques qu'on a, qui ont des problématiques de comment je trouve de l'eau, comment je fais pousser mes légumes sur mon champ et comment j'assure la récolte pour l'année prochaine. Et puis tout ce genre de trucs-là, en fait, qui demandent plutôt de ralentir un petit peu toutes nos activités qui sont un peu néfastes et puis qui sont chronophages et qui n'apportent pas grand-chose, et au contraire de développer des choses qui répondent à des problèmes cruciaux. En fait, ça, c'est un vrai sujet parce que on n'a pas forcément les outils pour apporter la bonne réponse à cette question pour la simple et bonne raison que ça demande de discuter avec les concernés. Point final. Ah ben, ok, c'est super. Je pense que ce Bien. sera un super bon sujet. Ce sera Ouais, la on va le partie travailler. 2 du podcast. Et puis, en tout cas, merci beaucoup, Stéphane, pour ta participation, pour ton temps, l'explication. Et puis, merci aussi pour aussi le travail que tu fais, puisque je suis sûr que plus tu vas avancer et plus les choses que tu réalises et les connaissances que tu emmagasines vont bénéficier à la population et puis vraiment sur le plan large. Euh, voilà. Merci beaucoup Super. pour ta contribution. Eh ben, écoutez les gars, c'était un plaisir. Et puis juste petite note, si jamais vous voulez qu'on refasse, tu as vu comment j'ai dit que tout était collectif. Ce qui est important, c'est d'avoir des questions qui viennent pas de vous, tu vois. D'avoir des questions de Ah, quelqu'un qui, si la personne a déjà vu ce que j'ai expliqué, que si la personne a une question de but en blanc, qu'est-ce qui lui vient en premier en tête? Ça, c'est très important. C'est son biais à elle et c'est ce qu'il faut qu'elle exploite. super. Yes. Ben, en gros, N'hésitez vous pas avez à commenter. entendu. C'est ça. N'hésitez pas à commenter. Lâchez vos questions. Peut-être aussi qu'on pourrait faire un live, un de ces quatre. Parce qu'on a une chaîne live.
Donc, on pourrait faire un live à un moment donné, à ce moment-là, si effectivement vous avez des personnes qui seraient intéressées à interagir, il n'y a aucun souci. Ça fera super plaisir. Donc, merci à vous les gars. Et puis surtout, passez un bon temps des fêtes, joyeux Noël. C'est Eh ben, aujourd'hui, écoute, toi, je pense qu'il est 20h pour toi. Profitez bien, mangez bon jambon, bon pâté. c'est ça, là, ouais, c'est Et ça, puis là, profitez bien de la famille, les gars. dès que je Yes. déconnecte, là, il faut que je fonce chez la famille, là, pour aller dire joyeux Noël à tout le monde. Mais en tout cas, c'était véritablement un plaisir de faire ce podcast avec vous, que ce soit un 24 décembre, un 31, et puis n'importe quel autre jour de l'année. On le fera, c'est sûr, on Yes. va faire la Merci partie 2. Stéphane. Merci Steph. Merci Deki. Puis merci à tout le monde.